Donc je vais vous présenter Christelle Mazat, avocate à la Cour, spécialisée en droit de la fonction publique et droit pénal. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la fonction publique, dont un, je vais appuyer sur le micro, dont un intitulé « Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique ». Françoise Nicolas, vous êtes fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Actuellement à la retraite, vous avez occupé un poste de diplomate à l'ambassade de France de Cotonou au Bénin de 2008 à 2010. Et vous avez alerté en 2009 votre hiérarchie de l'existence de dossiers vides imputés sur le budget de l'État, signalant ainsi des dysfonctionnements qui engageaient votre responsabilité de chef de service dans le but de revenir à un mode de fonctionnement normal de l'administration. Et donc l'idée, c'est que vous nous racontiez votre parcours depuis votre alerte au sein du ministère des Affaires étrangères. Jocelyne Chassard, vous êtes enseignante dans le second degré dans un collège à Suippes, actuellement révoqué, puisque vous avez alerté sur des pratiques d'harmonisation des notes du brevet au détriment des élèves. Et donc l'idée aussi, c'est que vous nous racontiez votre parcours depuis le moment où vous avez lancé l'alerte au sein du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez une spécificité d'ailleurs toutes les deux, c'est que vous êtes antérieur à la loi de 2016, la loi Sapin 2, qui a prévu le statut de l'alerte et du lanceur d'alerte. Mais il faut dire que tous ceux qui ont voulu lancer des alertes depuis 2016 n'ont pas forcément eu beaucoup plus de succès que vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de voir, alors bien sûr il y a le fond de ce sur quoi vous avez alerté, mais ce n'est pas forcément l'objet principal de notre discussion. Parce que, y compris, moi je suis pas là pour discuter, on pourrait le faire, mais je suis pas là pour discuter de la pertinence de l'alerte que vous lancez ou pas, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est de voir, c'est quand quelqu'un souhaite lancer l'alerte, comment c'est traité dans la fonction publique, comment c'est traité dans une administration, comment c'est pris en compte. Je me souviens, au moment où on a discuté la proposition de loi que nous avons faite dans le cadre de notre niche parlementaire sur la transcription de la directive européenne, une intervention de mon collègue de droite, Olivier Marlex, qui pointait du doigt le fait que lui avait vu qu'il y avait très peu d'administrations, et notamment de collectivités territoriales, qui avaient juste appliqué la loi Sapin 2 pour prévoir un circuit de l'alerte en interne. C'est pas un truc de dingue, hein, c'est juste de dire, voilà, je veux lancer une alerte, c'est à qui je m'adresse, comment ça marche, avec les garanties qui sont censées être celles de la loi Sapin 2, de l'anonymat, etc. Bon. Et donc... on voit qu'on est quand même bien en retard, y compris sur l'application actuelle de la loi Sapin 2, et que finalement, lancer l'alerte, c'est se mettre dans un parcours d'entrave sur plusieurs plans. Et l'idée, c'est de voir avec vous quels sont les plans, et puis d'avoir votre regard d'avocate sur tout ça, et comment finalement, comment on fait pour se battre, y compris en droit, le parcours du combattant que ça représente, et est-ce que ça aboutit justement à la fin, et la nécessité, du coup, de faire évoluer cette loi Sapin 2, et de profiter de la transcription de cette directive pour apporter davantage de protection et de garantie, puisque c'est ça à la base, c'est la protection des lanceurs d'alerte, c'est même pas la protection de l'alerte, c'est pas non plus la véracité de l'alerte ou pas, on s'en fiche, pas le sujet, mais la protection de celui qui lance l'alerte pour qu'il ne soit pas victime de représailles et ou qu'il puisse être accompagné des conséquences de l'alerte qu'il va lancer, puisque forcément quand on lance une alerte dans une entreprise, en théorie, on n'a peut-être pas non plus soi-même envie de continuer à travailler dans cette administration ou dans cette entreprise, le temps que les intervenants en question sont toujours là en place, ce qui est aussi compréhensible, mais ça soulève plein d'autres problématiques derrière. Déjà, je précise que mon discours va être extrêmement clinique, c'est-à-dire, donc ça fait presque 20 ans que je suis avocate donc en droit de la fonction publique, et exclusivement en matière de souffrance au travail, donc harcèlement moral majoritairement, tout ce qui va être aussi restructuration et mutation des conditions de travail dans l'administration. Et effectivement, depuis mes quelques 20 ans, il y a déjà beaucoup de choses à en dire. Je fais notamment référence à la décision récente du procès France Télécom. Bien sûr. Donc les enjeux qui sont posés dans la fonction publique sont majeurs en matière de lanceurs d'alerte, parce que la grande différence qu'on a entre le secteur privé et le secteur public, alors je généralise parce qu'il y a des très grosses entreprises qui sont aussi très proches de l'État, et ça s'apparente un petit peu au phénomène qu'on va retrouver dans la fonction publique, mais les véritables enjeux, c'est le souci de l'intérêt général, c'est-à-dire toute la schizophrénie qu'il peut y avoir entre un fonctionnaire qui rentre dans une administration par vocation, par souci éthique, en général, neutralité, désintéressement, et qui se heurte à des pratiques totalement illégales qui vont à l'encontre de ce pourquoi il est entré dans la fonction publique.
Pour moi, c'est un formidable outil démocratique. Et il faut savoir que, alors vous disiez que mesdames avaient subi ce qu'elles ont subi avant la loi Sapin, mais il existe l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet à tout fonctionnaire témoin d'un crime ou d'un délit de leur faire un signalement au parquet. Donc on avait déjà, j'allais dire, une disposition pour les fonctionnaires qui permettait en tout cas un signalement. Et la vraie innovation philosophique de cette loi sur les lanceurs d'alerte, c'est donc un outil démocratique, c'est-à-dire qu'on est fonctionnaire et citoyen, et que du fait de ces valeurs républicaines que l'on représente, avec un devoir d'exemplarité qui s'applique à tous, on a, j'allais dire, presque une légitimité complémentaire à dénoncer un certain nombre de faits. Alors j'ai bien noté ce que j'allais vous dire, parce que c'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais me restreindre à un certain nombre d'éléments qui me paraissent essentiels. La vraie problématique qu'on a, c'est le devoir d'obéissance, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de respect de la hiérarchie dans l'administration qui est plus ou moins forte en fonction de l'administration, et j'allais dire c'est d'autant plus renforcé dans les fonctions dites régaliennes, comme la sécurité intérieure, la justice, majoritairement la défense évidemment, et voilà, et les affaires étrangères, voilà, tout c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. La police nationale, par exemple, moi ça m'est arrivé très régulièrement, quand vous faites un signalement, mais que vous visez le comportement hiérarchique direct, si vous court-circuitez la voie hiérarchique, rien que pour ça, alors que l'auteur présumé des faits est votre supérieur hiérarchique, vous êtes déjà très mal vu au sein du collectif. Voilà, parce qu'on ne court-circuite pas la voie hiérarchique. Donc le principe est de juste en allant voir le chef du chef. Voilà. Déjà rien que ça, voilà. Et ça, c'est par exemple très typique. Par même pas à l'extérieur. Ah non, on n'est même pas encore à l'extérieur. Voilà. Donc quand vous court-circuitez la voie hiérarchique, déjà, on vous oppose une faute disciplinaire, c'est-à-dire de ne pas avoir averti directement la voie hiérarchique. Ce qui est important aussi dans ces dossiers, c'est, au prisme donc, du régime du lanceur d'alerte, c'est le caractère public. C'est-à-dire que si à un moment, effectivement, on ne fait rien en interne, enfin il ne se passe rien en interne, vous avez la possibilité de médiatiser, entre guillemets, mais en tout cas, pas forcément à travers les journaux, hein, mais dans un cercle beaucoup plus large et extérieur à l'administration dans laquelle vous êtes. Et là-dessus, il y a une jurisprudence de mémoire cour administrative d'appel de Marseille, il y en a certainement d'autres, qui posent l'équilibre à trouver entre les faits que vous dénoncez, leur gravité, et l'obligation de réserve qui est imposée aux fonctionnaires. Et comme le devoir d'obéissance, le devoir de réserve, il est d'autant plus fort quand on est dans le régalien. C'est très rare qu'on entende, par exemple, alors l'actualité dit un peu le contraire, mais c'est très rare qu'on entende des magistrats s'exprimer individuellement, par exemple, sur ce qu'ils subissent, ou des hauts fonctionnaires en général. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà une espèce d'autocensure au sein de l'administration qui est intériorisée par les fonctionnaires, du fait de cette forte implication hiérarchique et de ce devoir de neutralité. Après, alors pour rebondir sur ce que j'ai pu entendre de mon ancien confrère et notre ministre de la Justice, parce que j'avais vu son spectacle et j'avais un peu tressailli en entendant que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs. Il dit ça aussi dans son spectacle ? Ouais, c'est là que je l'ai entendu. Moi je l'ai vu et j'étais à la première. Et, voilà. Alors, si vous voulez, sur ce strict point des lanceurs d'alerte, par nature, un avocat est un lanceur d'alerte, puisque nous sommes là pour garantir le respect de l'état de droit et des règles de droit dans un cercle bien restreint qui est celui de la justice, mais nous défendons aussi des gens, c'est notre travail. Et j'allais dire, moi en particulier, qui travaille strictement qu'avec des fonctionnaires qui dénoncent des choses absolument édifiantes, je suis encore plus un lanceur d'alerte. Et pour autant, ça ne fait pas de notre profession des délateurs, parce que, et c'est ce que la loi prévoit, et en tout cas essaie de mettre en place, il faut un cadre qui permette de, à la fois, concourir à la manifestation de la vérité, mettre fin à ce qui est dénoncé, et en même temps ne pas faire effectivement de la délation, et on voit ça beaucoup en ce moment avec tout un tas de mouvements type MeToo, où on dit on va faire du tribunal médiatique, finalement on sort de la justice et du règlement de compte dans les médias, et pas toujours très utile à cette manifestation de la vérité. Voilà. Donc, typiquement, ce qu'on retrouve dans ces procédures... Oui, il y a la tension aussi entre le fait de dénoncer et de déstabiliser l'institution en même temps. Voilà, c'est ça. Alors du coup, on ne dénonce pas ou on ne dit pas des malversations qui peuvent être commises parce que ça porterait atteinte à l'institution, et du coup, comme on ne peut pas porter atteinte à l'institution, hop, on met ça sous le boisseau. C'est exactement ça. Et c'est toujours la tension qui est là, quoi.
Et c'est un peu les enjeux, en fait, du lanceur d'alerte dans la fonction publique. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique judiciaire, je ne médiatise quasiment pas dans les dossiers parce que jusqu'à maintenant, j'estimais que le système judiciaire était en mesure aussi de répondre à l'ensemble des enjeux. Avec les années, je reviens un peu sur ma position d'origine. Je n'ai pas encore vraiment trouvé la solution, mais en tout cas, ça se discute très largement. Et je vais prendre un exemple. Actuellement, il y a un vrai dysfonctionnement au sein de l'hôpital public. Ce n'est pas lié uniquement à la Covid, c'était déjà antérieur, mais disons que là, ça vient de cristalliser tout ce qu'on connaissait déjà depuis des années. Il y a, quand on touche aux lanceurs d'alerte dans la fonction publique, on touche à un principe démocratique fondamental, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. On a l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le dernier rempart, j'allais dire, c'est le principe judiciaire. C'est celui qui est garant de l'application des textes. Quand vous voyez que le système judiciaire devient défaillant, pour des tas de raisons, des problèmes de moyens accordés, et je m'attarderai surtout sur la justice administrative, qui est la grande oubliée des débats dont on ne parle jamais et où ce qui se passe est proprement révoltant. Quand vous avez ce système qui ne fonctionne plus, on aura beau voter toutes les lois et tous les systèmes qu'on veut, à partir du moment où vous touchez au cœur du système, c'est-à-dire à l'État et son mode de fonctionnement, les barrages sont quasi infranchissables. Voilà. Et je prends l'exemple de l'hôpital public parce que quand on dénonce, et j'ai des exemples très concrets, moi je ne ferai pas de délation, je fais du factuel. Quand vous prenez certains exemples, que vous dénoncez certains faits et que vous vous rendez compte que jusqu'au plus haut du ministère, c'est une politique publique qui a été mise en œuvre, quels sont vos moyens de recours? Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple d'une affaire qui a été très médiatisée en 2012. À propos, alors je vais essayer de simplifier parce que c'est tout le principe du financement des hôpitaux sur la tarification à l'acte, c'est-à-dire que chaque acte médical a un code qui génère un remboursement par la sécurité sociale. En gros, c'est le financement des hôpitaux. On a, à un moment donné, décidé de sous-traiter, pas tous les hôpitaux, mais certains, sous-traiter cette codification à des sociétés extérieures qui ne sont pas habilitées à recevoir le secret médical. Donc finalement, et j'insiste d'ailleurs là-dessus, parce que dans la loi Sapin, on précise bien le secret défense, le secret médical, le secret entre un avocat et son client, qui sont vraiment des secrets qu'on a besoin de protéger pour des tas de raisons. Bon, cette affaire, si vous voulez, quand elle est sortie, il y a eu un lanceur d'alerte qui a dit qu'il y a une violation du secret médical et en plus ça ne se justifiait pas dans l'intérêt du service. Voilà. Il y a eu des barrages politiques énormes et cette personne s'est retrouvée totalement isolée. On n'arrive pas à faire ressortir ça en justice, pas toujours pour des questions intentionnelles, il ne faut pas faire du complotisme non plus, mais parce qu'il y a un problème de moyens et de compétences de la justice sur des matières extrêmement techniques qui nécessiteraient des heures et des semaines et des mois de travail que la justice n'a pas toujours les moyens de mettre en place, estimant dans l'actualité judiciaire que ce n'est pas forcément une priorité, par exemple par rapport au risque terroriste ou la crise sanitaire. J'exagère exprès. Concrètement, pour ce dossier-là, c'est quoi la fin? C'est un classement sans suite parce que l'infraction n'est pas caractérisée? Alors, on est encore en phase de procès, j'allais dire. Ouais. On a une instruction qui est en cours et je parle de 2012. Voilà, et au niveau pénal. Au niveau pénal, oui. Et au niveau administratif, c'est en cours, encore, en appel. Voilà, donc vous voyez les délais, c'est extrêmement long. Alors pour une affaire comme France Télécom, qu'il y ait 10 ans d'instruction, ça se comprend quand on voit l'instruction, les délais de recours, etc. Pour des affaires comme ça où la personne est toute seule, seule justiciable en fait à affronter le système, c'est non seulement décourageant, mais c'est assez édifiant. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans toutes ces procédures et tous ces procès quand c'est un agent face à son administration ou face à une administration, qu'il y a un crédit supérieur qui est de facto donné à la parole de l'administration, qu'on ne retrouve pas forcément quand les parties ce sont un salarié, une entreprise privée, face au juge judiciaire, où là, pour lui, c'est deux parties qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi qu'on retrouve dans la parole de l'administration, elle est un petit peu au-dessus de la parole du plaignant Totalement. Il y a un principe, alors je ne m'attarderai pas là dans mon développement, mais un peu plus tard sur justement la position du juge administratif par rapport à ça. Il y a un principe de bonne foi de l'administration et il y a un principe, vous savez, c'est comme le tampon secret défense. Là, on a le tampon intérêt du service. C'est une notion manche-sous derrière laquelle on met énormément de choses pour justifier les pouvoirs exorbitants de l'administration sous principe de stabilité nationale. Voilà. Et la vraie question qui se pose dans ce dossier, vous l'avez très justement relevé, c'est
À un moment donné, moi par exemple, je dénoncerai tout ce que je sais, tout ce que je vois dans mes dossiers de manière unilatérale en une seule fois. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Et il y a un moment, on se dit, les fissures dans notre système démocratique sont préoccupantes. Bon, si vous abordez les choses comme ça, on va vous traiter de complotiste, on va vous mettre dans une case parce que aujourd'hui, avec le temps extrêmement compté qu'on peut avoir, j'appelle ça la justice Twitter. Beaucoup de magistrats nous reprochent de produire trop de pièces, des dossiers trop importants. Mais si on n'a pas le temps de recontextualiser les choses, la décontextualisation, c'est vraiment une façon de communiquer. Hein. Si on ne recontextualise pas les choses et qu'on va trop vite dans le jugement de ces affaires qui sont techniques, pointues et qui touchent à quelque chose de très sensible, on passe complètement à côté du sujet. Là, c'est mon point de vue de praticienne. Dans le prétoire directement, où on voit les écueils qu'on peut rencontrer en fait face à ces sujets. Il y a deux exemples que je voudrais citer pour donner une proportion de la chose, parce que j'en aurais tellement à dire. J'ai pris l'exemple du secret médical. Il y a un autre exemple cette fois qui touche... alors j'ai reçu un magistrat un jour de l'ordre judiciaire qui était juge des libertés de la détention, qui m'a dit j'ai un problème de harcèlement hiérarchique. En fait, c'est une personne qui a... Alors, le JLD a notamment la charge de prolonger comment dire, les personnes... L'hospitalisation sous contrainte. Voilà, les hospitalisations sous contrainte, mais là, c'était à propos de migrants, de politique migratoire. Prolonger dans les centres de rétention administrative, le délai de rétention. Exactement. Et donc, en fait, cette personne, je rappelle qu'on regarde la Constitution, le magistrat est indépendant, et dans son évaluation, mais elle est l'exemple typique d'ailleurs de cette indépendance, et dans son évaluation, il y avait marqué, je l'ai vu, cette évaluation, hein, il y avait marqué « a tendance à ne pas suivre la jurisprudence de service ». Donc on a des jurisprudences de service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture d'indépendance. Et derrière, qu'est-ce qui se pose? Et elle me disait aussi que les magistrats donnaient des cours à la préfecture pour éviter les vices de forme, pour qu'on soit bien sûr que tout le monde reste bien enfermé. L'échange de bonnes pratiques, c'est ça? Exactement. Mais quand vous entendez ça, vous tombez de votre chaise. Cette personne n'a jamais voulu faire de poursuite. Et là, pour le coup, moi j'ai dit, là je médiatise. J'ai dit parce que c'est pas une question de faire du buzz, c'est une question de garantie d'état de droit. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus d'indépendance par rapport à un dossier que vous recevez, qu'on fait une politique judiciaire dans ces dossiers hautement sensibles. Là, ça devient grave. Voilà. Deuxième exemple que je voulais citer. Surtout pour un magistrat du siège, en fait. Exactement. À la limite que le parquet requiert ça systématiquement, bon, ma foi... c'est pas censé se passer comme ça. Après, bon, on va pas se mentir, mais un magistrat comme ça, qui a constitutionnellement son indépendance et qui se fait sanctionner, voilà, qui se fait sanctionner dans sa carrière parce qu'il ne suit pas cette jurisprudence, c'est complètement édifiant. Et un troisième exemple que je voulais citer, cette fois dans le domaine de la recherche, où on a des chercheurs extrêmement pointus en France, qui se retrouvent dans des maillons administratifs absolument démentiels, et pour faire très simple, qui engagent des ingénieurs dont l'origine ethnique pose problème actuellement compte tenu de la politique sécuritaire, sur lesquels on ne va même pas chercher à savoir quel pourrait être leur lien présumé, théorique, avéré avec le terrorisme. En tout cas, leur simple origine ethnique les empêche d'être recrutés dans le cadre de projets dont on va dire que c'est pas du tout de la sécurité intérieure, hein, c'est des secteurs de recherche extrêmement pointus dans certaines technologies qui freinent la France dans son positionnement technologique par rapport à d'autres pays. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, alors en plus de l'indépendance de la justice, l'hôpital public, notre fleuron de recherche est complètement entravé. Alors, il y a cette problématique de loi sécuritaire et il y a la problématique aussi du dysfonctionnement administratif, où quand vous voulez une autorisation, il vous faut 8 mois, 1 an, en ce moment c'est complètement délirant, et vous vous dites comment voulez-vous qu'on arrive à un moment à être compétitif? Alors ça, c'est grave, parce que c'est en particulier sur ce secteur technologique, je ne dirais pas trop parce que il y a un article qui est paru dans Le Monde d'ailleurs hier, je crois, qui fait aussi état de ces dysfonctionnements, où à un moment donné, quand le système entrave aussi un positionnement technologique, stratégique, concurrentiel, c'est pas une histoire de rentabilité, c'est une histoire aussi de participer au commun, puisque ces ingénieurs travaillent sur de l'open source, hein, l'idée c'est de faire vraiment des choses collectives.
quand vous voyez ce type de fonctionnement qui sont entravés et pour qui c'est extrêmement violent et injuste, et que quand vous dénoncez, quand vous avez 4 autorités de tutelle qui se renvoient la balle, où personne n'est jamais responsable, ça c'est le maillage administratif français, c'est une spécificité. Du coup il ne se passe rien. Et voilà, vous avez ces personnes qui se retrouvent complètement isolées, avec des projets qui tombent à l'eau, et pour les plus jeunes, qui partent à l'étranger. Voilà. Donc c'était vraiment, j'aurais des tas d'autres exemples à citer, notamment aussi sur... Une récente prix Nobel, je crois, qui a expliqué que ce qu'elle a fait en Allemagne, prix Nobel française, elle n'aurait jamais pu le faire en France. Exactement, oui, c'est une réalité. Ouais. Et alors là, on touche moins à ce qui est prévu par le régime des lanceurs d'alerte dans la nouvelle directive, mais ça rentre à mon sens dans ces critères parce que tout ça concerne les intérêts de l'État, le collectif, et c'est ce qui touche de près les fonctionnaires, c'est qu'à un moment donné, vous êtes épuisés, il n'y a plus de recours. Et dernier point que je soulèverai justement, sur fond de tout ça, c'est très français, encore une fois, c'est ce culte du secret. Voilà. Ce culte du secret. Le secret défense, il y a une jurisprudence, j'avais soulevé dans un mémoire, il y a une jurisprudence de 1955 qui dit qu'on peut, de manière contradictoire, demander au juge administratif de faire verser des pièces couvertes par le secret défense pour qu'il apprécie si l'application du secret était justifiée ou pas, avant de pouvoir ouvrir au débat. Voilà, donc il y a quand même un contrôle juridictionnel. À ma connaissance, ce n'est pas souvent soulevé. Et hier soir, nous avions au Conseil de l'ordre, à l'Ordre des avocats de Paris, une conférence de François Sureau, donc éminent confrère avocat de la Ligue des droits de l'homme qui défend beaucoup les libertés publiques, collectives, individuelles, et qui, j'étais tout à fait d'accord avec lui, qui disait que de toute façon aujourd'hui on pourrait remplacer le juge administratif par un algorithme, ça nous ferait exactement le même effet, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Je sais que ça fait lire collective, mais je pense que c'est extrêmement cynique de sa part, mais c'est exactement ce qu'on en voit. Et la problématique, elle est laquelle ? C'est que quand vous allez devant le juge pénal pour dénoncer des faits extrêmement graves, vous avez aussi la possibilité d'aller devant le juge administratif qui, j'allais dire dans un premier temps, le juge naturel aussi des conflits internes quand il doit y avoir du disciplinaire. Bien sûr. Bon, mais il ne faut plus y aller, c'est un désastre. Moi, je constate depuis à peu près 2 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Puisque ça vient finalement valider les turpitudes de l'administration. Exactement, et ça vous freine après dans vos procédures pénales. C'est le procès qui est fait au Conseil d'État, notamment sur son comportement sur les ordonnances pendant le Covid, etc. D'avoir validé des dérives sous couvert de la situation et de l'intérêt du service, et donc l'intérêt du pays, etc. Oui, mais on se dit de quel droit on s'arroge la morale collective et ce qui est bon ou pas pour la nation, en dehors de tout débat contradictoire. Et on le voit à petite échelle dans ces dossiers-là, où faut voir les décisions qui sont rendues. Le droit de la santé au travail, c'est encore au stade préhistorique de la jurisprudence, alors que la chambre sociale et la chambre criminelle, là, depuis des années, ont quand même assis leur jurisprudence. On a un aveuglement. Moi, je n'ai pas la capacité de dire si c'est intentionnel ou pas. Mais on a un aveuglement sur ce qui se passe dans les administrations, et quand vous avez des dénonciations internes, que ce soit des petites choses, c'est-à-dire que ça concerne un service restreint, mais c'est déjà extrêmement grave quand même, ou que ce soit à échelle beaucoup plus vaste, ça ne passe plus, c'est terminé, on gagne quasiment plus aucun dossier. Voilà. Et ça serait que moi, j'en ferais une affaire personnelle, je dirais il y a un problème là dans la qualification d'avocat. Mais c'est un avis qui est partagé par de très, très nombreux confrères et par, j'allais dire, la quasi-totalité de ceux qui font ce type de contentieux. Et d'ailleurs, c'est triste, mais on n'est pas très nombreux. Et c'est très dissuasif, en tout cas sur un terrain administratif. Donc moi, j'ai averti le parquet à Paris, au pôle santé, j'ai dit que je misais tous mes espoirs vraiment sur le pénal, parce que là, vraiment, ça devient très compliqué et c'est grave. Parce qu'on a un double ordre juridictionnel et les fonctionnaires sont encore plus dissuadés de s'exprimer, parce que quand on va dénoncer, ils ont droit à la protection fonctionnelle, et contentieux de protection fonctionnelle, c'est très compliqué, c'est pas mis en place. Alors chaque administration va avoir sa petite doctrine. Là récemment dans la police, en première instance, on lui a refusé parce qu'ils estimaient qu'il avait commis une faute, il était poursuivi. C'est un officier de police qui a dénoncé des violences policières de collègues. Il a été poursuivi par le parquet pour dénonciation calomnieuse. Il a été relaxé par le juge. Non, il a été relaxé par le juge qui a bien constaté ce qui s'était passé. Le parquet fait appel. Je veux dire qu'à un moment, vous ne dénoncez plus.
vous dénoncez plus. Et c'est pas de dire il y a des violences, il n'y a pas des violences. C'est le fait de dire je constate des violences de collègues, je dénonce. Et en plus, il est passé par la voie hiérarchique qui n'a rien fait et il se fait poursuivre. Bon, il y a un moment, c'est plus acceptable. Voilà. Et vous allez devant le juge judiciaire, le juge administratif, pardon. Alors au pénal, ça a bien marché. J'allais dire, on est dans le fonctionnement pénal, mais devant le juge administratif, parfois je me dis que dans leur formation, il faudrait aller voir du côté des agents et pas du management toujours comment se passe un service pour avoir une meilleure appréhension du terrain. Voilà. En gros, tout ce que je peux dire sur ce sujet. La vraie question en fait qui se pose dans ces dossiers, c'est la mauvaise image certainement qui est véhiculée sur les lanceurs d'alerte, qui ont un vrai rôle citoyen et qu'il faut valoriser, et c'est impératif, parce que quand un État est défaillant, c'est aussi nous, l'État, j'allais dire, c'est le collectif, en particulier les fonctionnaires, qui doivent être associés à tout ce process. Ça marche aussi pour l'organisation du travail, où ils doivent être associés à ça. Et puis surtout, bon après là j'ai pas forcément de solution, mais un renforcement des moyens au niveau de la justice, et puis des gens formés, en particulier sur la fonction publique, parce qu'encore une fois, le juge administratif, il ne se préoccupe pas vraiment de ces phénomènes. Le juge pénal, il connaît, pourtant ce sont des fonctionnaires, hein, mais ils ne connaissent pas du tout le fonctionnement. Faut leur dire ça. Les fonctionnaires sont les greffiers. Les magistrats, ne leur en déplaise, sont de l'ordonnance 58, c'est un statut dérogatoire, mais ça reste de la fonction publique d'État. Voilà. Donc ils sont censés bien connaître le statut, et pourtant au pénal, on a des surprises sur la méconnaissance du fonctionnement du système. Encore une fois, ça participe de cet auto-aveuglement, en fait. On a intériorisé l'État comme un concept, et finalement, on ne se rend même plus compte que quand le système dysfonctionne, c'est important de le dire. On va commencer par vous, Françoise Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de l'alerte et puis le parcours du combattant ensuite derrière cette alerte? Volontiers. Il se trouve que je suis une ancienne France Télécom. Donc j'ai négocié mon départ de France Télécom pour harcèlement moral et sexuel. Et donc j'avais le désir d'intégrer les affaires étrangères. Donc j'ai repris des études et j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères en 2000 par concours externe en terminant deuxième du concours sur plus de 2000 candidats. Et donc ça aurait dû me promettre une belle carrière. Il se trouve que la DRH a tout de suite considéré que j'avais intégré le ministère trop âgé, 39 ans, et qu'en plus j'étais une femme. Les femmes, on n'en veut pas dans tous les postes. Donc c'était le diktat. Donc je me suis battue contre ça, et en 2006, j'ai passé un marché avec j'ai conclu un marché avec la directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères de l'époque, qui m'a expliqué que si j'acceptais de prendre un poste à Nantes dont personne ne voulait, je partirais enfin à l'étranger. Donc j'ai pris le poste. C'est ainsi qu'en 2008, j'ai été affectée sur mon premier poste à l'étranger à l'ambassade de France au Bénin, en charge d'un petit service, le service des bourses d'études, de mission et invitation, au sein du service de coopération et d'action culturelle. Et de par ces circonstances que j'ai évoquées en propos liminaire, je suis partie là-bas sans aucune formation. Sans aucune formation, c'est-à-dire sans même la formation minimale dispensée aux agents, à tous les agents du ministère, et donc personne ne m'a averti des caractéristiques de ce service qui est, m'a-t-on expliqué depuis, la caisse noire des ambassades par excellence. Donc je suis arrivée à l'ambassade toute pleine de bonne volonté pour prendre en charge ce service des bourses d'études, mission, habitation, service que j'ai trouvé en grand désordre, et évidemment j'ai mis de l'ordre et j'ai mis notamment en place des bases de données. Donc ça n'a pas forcément été bien perçu par l'ambassadeur, mais bon, je n'y ai pas fait attention, mais très apprécié de ma hiérarchie d'alors, de mes collègues, etc. Et en juin 2009, donc quasiment un an plus tard, je suis tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur, qui à l'évidence œuvrait très efficacement pour m'écarter de l'ambassade. Sauf que je ne me suis pas laissée faire, j'ai saisi un tribunal, et après 3 mois, j'ai à nouveau réussi à reprendre mes fonctions à Cotonou. Là, le tribunal qui est saisi, c'est lequel? Un tribunal administratif de Paris. Et en fait, le ministère, je fais bref, parce que je suis tombée dans un piège, et devant les évidences, le ministère a lâché l'affaire. Donc je suis tombée un petit peu par défaut, et puis surtout, je me suis déplacée au bout de 3 mois à Paris. Je me suis expliquée, ou du moins j'ai été reçue par 5 personnes de la DRH,
auprès de qui je me suis exprimée de façon normale. Et là, je pense, j'anticipe, je ne développerai pas cet aspect, mais ils se sont rendus compte que je ne correspondais pas au profil décrit par l'ambassadeur, à savoir que j'étais une alcoolique au bureau, etc. Enfin voilà, que j'étais quelqu'un de tout à fait normal. Voilà, mais ça, c'est... Ok. Voilà, il y a tellement de choses. Et là, du coup, il y avait eu un non-lieu à statuer, c'est ça? Ben oui, du coup, puisque le ministère, j'ai gagné cette procédure, j'ai pu rejoindre mes fonctions par abandon du ministère. Mais ça, c'était le tout début. Okay. Et donc, du coup, je suis retournée à l'ambassade. Et là, j'ai découvert une nouvelle hiérarchie. Et mes bases de données, mises en place quelques mois plus tôt, m'ont très vite permis de mettre en évidence un nombre très important de dossiers vides imputés sur le budget de l'État, c'est-à-dire un nombre très important. On est sur 80-90 dossiers quand même, donc, qui relevaient de ma responsabilité. Donc j'ai signalé ces dysfonctionnements auprès de ma hiérarchie. Dysfonctionnements, vous l'aurez compris, dont elle était directement à l'origine. Donc en retour, j'étais confrontée à une très grande violence, puisque j'avais saisi des avocats quelques mois plus tôt, donc je les informais régulièrement de ce qui se passait. Eux-mêmes sont intervenus à distance. C'est ainsi qu'en octobre 2009, je les ai informés par mail que plusieurs témoins m'avaient alerté sur le fait que s'était tenue une réunion de service à l'ambassade, au cours de laquelle on s'était demandé comment on allait bien réussir à m'écarter pour de bon de l'ambassade, et que on s'était dit pourquoi pas un viol commandité. Voilà. Et donc l'expression m'avait alerté. Donc j'avais prévenu mes avocats en précisant des noms de témoins. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance. On était en octobre 2009. Décembre 2009, donc devant l'inertie de ma hiérarchie face à mes signalements de dysfonctionnement, j'alerte Paris. J'écris à Paris, à mon administration centrale, pour informer mon correspondant gestionnaire, en expliquant la situation de façon très factuelle, en donnant des exemples qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère des dépenses engagées, et en expliquant, en demandant que dois-je faire, puisque ma responsabilité de chef de service est engagée. Se pose un problème de contrôle de la dépense publique, de transparence. On vous demandait de valider des subventions dans des dossiers vides qui allaient à on ne sait pas trop qui. Non, c'est-à-dire que des dossiers vides étaient imputés sur le budget de l'État, sur lesquels ces dossiers vides, je ne les voyais pas passer. Je n'avais aucune prise sur eux. J'arrivais à faire une enquête en comparant à la fois le logiciel qui s'appelait Prism à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Prism, qui permettait d'imputer sur le budget de l'État les dépenses, voilà. Et du coup, à partir de ce logiciel officiel qui imputait sur le budget de l'État, moi, je voyais que sur mon budget, sur mon service, étaient imputés des dossiers dont je n'avais aucune connaissance. Donc je prenais des notes, je menais une enquête tout bêtement, et je rentre pas dans les détails de l'organisation mise en place par cette nouvelle hiérarchie, mais j'étais bien responsable de ces dossiers, j'étais bien présentée à l'extérieur comme étant la responsable de ces dossiers, j'étais payée en conséquence, bien payée en qualité de diplomate et de chef de service, mais dans les faits, je ne contrôlais plus rien et les dossiers étaient vides, c'est-à-dire il y avait aucune donnée élémentaire au sein de ces dossiers. Donc voilà. Donc j'alerte Paris, je pose la question, donc c'était en décembre 2009. Je n'ai jamais reçu de réponse et je suis partie en congé. Quand je suis rentrée de congé en janvier 2010, donc je retrouve à l'ambassade toujours l'attitude très hostile de ma hiérarchie, qui était encore plus hostile qu'à l'accoutumée. Et je fais très vite, quelques jours plus tard, alors que j'étais aphone, que je ne pouvais pas prononcer un son, que je ne communiquais que par écrit, il se trouve que je partageais mon bureau avec une femme qui était un emploi fictif de l'ambassade, qui passait son temps à gérer sa fortune immobilière, et cette femme m'a agressée par surprise alors que j'étais absorbée dans mon travail. Donc, puisque j'étais à faune, je n'ai pas pu appeler à l'aide, et en fait, cette femme a tenté, m'a agressée par surprise, m'a frappée, a tenté de me crever les yeux. J'ai réagi en la mordant, par réflexe, pour sauver mes yeux, tout bêtement. Et donc elle m'a étranglée, et étant à faune, je n'ai pas pu appeler à l'aide, et par chance, un agent d'entretien qui travaille à proximité a entendu du bruit, est entré dans le bureau et a réussi à l'arracher à mon cou, et j'ai survécu, donc alors je perdais connaissance sous l'effet de la strangulation. Donc on était témoins de la fin de la scène, l'ambassadeur, ma hiérarchie du service culturel, tandis qu'au second plan,
ma collègue de bureau était maîtrisée par l'agent d'entretien et par un gendarme qui est arrivé en courant, bref. Mais donc les faits sont posés. Donc la suite de ça, c'est que moi j'étais très blessée, je ne tenais pas seule debout, hein, mais c'est au bout de 8 jours, et bien c'est moi qui ai été rapatriée disciplinaire en France. J'assiste, rapatriée disciplinaire, accusée par l'ambassadeur d'avoir agressé ma collègue. J'ai abandonné ma maison, tous mes biens, etc., alors sans même être en état de faire une valise, en pensant que j'allais revenir, bien sûr. Je n'avais rien fait de mal. Donc je suis partie, sachant que, je le répète, je ne tenais pas seule debout, donc sans pouvoir même faire une valise. J'ai su plus tard par un collègue que l'agent d'entretien avait été aussitôt licencié sans être auditionné. Il n'y a eu aucune enquête ni sur mes signalements de dépenses fictives, ni sur mon agression. À partir de là, donc, nous sommes en début 2010, et bien c'est mis en œuvre, je cite une expression très en vogue au sein du ministère des Affaires étrangères. À partir de là, on m'a appliqué la politique du nœud coulant, au titre du pas de vague, bien sûr. J'ai été mutée d'office à Nantes, placardisée de façon de plus en plus sévère. Alors, en mars 2013, un homme, enfin, a osé saisir la DRH de ma situation en écrivant noir sur blanc que le fait qu'il n'y ait eu aucune enquête sur mes signalements de dépenses fictives, sur mon agression, et qu'on me faisait un sort très négatif, ce n'était pas correct. Donc cette lettre est évidemment restée sans réponse ensuite. J'ai également été sanctionnée pour avoir adressé 3 phrases au ministre de l'époque, Laurent Fabius. Ça s'appelle une note administrative me faisant grief de ma façon de servir. Donc tout cela allait à l'encontre de mes évaluations professionnelles avant l'agression et même après l'agression qui me qualifiait d'agent exceptionnel, et voilà. Mais j'étais placardisée avec un emploi qui concrètement m'a pris pendant des années 15 minutes par mois. Entre 2011 et 2015, j'ai demandé 76 fois changer de poste, 76 refus ou silence. Et puis, en décembre 2015, la personne qui me défendait au sein du ministère des Affaires étrangères, je répète, la seule personne, parce que tous les syndicats se sont tus, la DRH leur a dit « ne vous en mêlez pas ». Eh bien, vous pensez bien que la DRH du ministère des Affaires étrangères avait des arguments très convaincants pour qu'ils se taisent. Donc l'unique personne qui avait pris ma défense au sein du ministère a pris ses distances du syndicat. Donc du coup, le syndicat m'a lâché, et j'ai eu un premier geste suicidaire qui a donné lieu à une alerte suicide au sein du ministère des Affaires étrangères qui n'a pas été traitée. Du coup, j'ai été placée en arrêt de travail pour me protéger d'un violent harcèlement moral que je ne supportais plus. Et la suite de ça, c'est qu'en avril 2016, un représentant de la DRH m'a reçu pour m'expliquer que ma seule perspective était de retourner dans mon placard, que je ne supportais plus. J'ai refusé. Et on m'a expliqué de façon très claire que la DRH était bien consciente que je n'avais fait fondamentalement que mon travail, mais que du fait du poids des réseaux, du poids de l'administration, eh bien, je n'aurais pas le choix autre que celui de retourner dans mon placard. Donc, au sortir de l'entretien, j'ai appris que la protection fonctionnelle m'avait été refusée par un tribunal administratif au nom de la raison d'État. Donc j'ai eu à nouveau un deuxième geste suicidaire, une hospitalisation de 2 mois. Le ministère finira par reconnaître l'imputabilité au service de ces 2 gestes suicidaires après 10 mois et après 2 expertises psychiatriques qui m'étaient très 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 favorables. Mais le ministère n'aura de cesse de me briser, de me compliquer la vie. Alors, comme vous, maître, je pourrais raconter 1000 anecdotes et j'ai sans doute l'impression que je vais trop vite, mon récit est dense, mais je voudrais vraiment témoigner de ces faits.
Mais pendant toute l'année 2016, j'ai été très, très aidée par une association qui s'appelle ASD Pro, qui m'a vraiment beaucoup aidée face au ministère, et qui avait qui m'avait aidé à attirer l'attention de la DRH sur le fait que, sur les conséquences fiscales d'un versement trop tardif de ma demi-année de traitement. Et à 2 jours près, on me l'a versé de façon à ce que j'ai des conséquences préjudiciables. Donc, je vais être très concrète, hein, ça m'a valu de payer 3 300 € d'impôt sur le revenu quand les années d'avant, j'étais non imposable, les années d'après aussi, et en même temps, je venais d'être placée à la retraite d'office à 800 € par mois et payer mes frais d'avocat. Donc, ça a été, c'est un exemple, mais pour illustrer la mesquinerie du ministère, toujours pour casser, briser. Donc, ce sont des faits. Au sein du ministère, j'ai appelé à l'aide, donc j'ai informé de ma situation, évidemment, les 6 ministres qui se sont succédés depuis 2010. J'ai interpellé, j'ai écrit aux différents directeurs, directrices des ressources humaines. J'ai saisi l'inspection générale des affaires étrangères. J'ai saisi le médiateur des affaires étrangères dès sa nomination. De même, le référent déontologue, qui n'ont absolument rien fait. Le référent déontologue mis en place par la loi Sapin II m'a écrit « Oh madame, ma mission de référent déontologue consiste à donner des conseils. » Voilà. Donc, ça c'est l'appel à l'aide sur l'alerte en interne. Mais du coup, il ne vous a pas non plus donné de conseils en fait. Non. Il vous a dit que son rôle c'était que de donner des conseils, mais vous en avez pas donné. Non, il m'a écrit, alors ça datait, son mail date de novembre 2017, il m'a dit écrivez sur le registre à partir du 1er janvier 2018, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'était la suite. Voilà. Non, il ne m'a pas donné de conseil. Le conseil implicite, c'est taisez-vous. Ah bah c'est... Écrasez-vous. Voilà, c'est ça. Donc j'ai expliqué quelles avaient été mes démarches en interne. En externe, j'ai fait dès 2012 un signalement sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale avec l'appui du service central de prévention de la corruption. Ce signalement article 40 n'a pas été traité. C'est quoi là? C'est-à-dire qu'à la fin, juste pas de réponse ou classement sans suite? Non, mieux que ça, c'est que le tribunal, le TGI de Paris a répondu qu'il n'était pas compétent pour enquêter sur les violences que j'avais subies. Ce n'était pas du tout ce qu'on lui demandait. Donc le chef du service central de prévention de la corruption m'a écrit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le bien fondé de ce rejet, de cette motivation du TGI de Paris au signalement article 40. Donc il m'a indiqué la procédure à suivre. Donc j'ai adressé un dossier très complet à la cour d'appel de Paris, qui a trouvé qu'il n'y avait rien à redire à la motivation parfaitement absurde, ubuesque du TGI de Paris, en réponse à ce signalement article 40. Voilà. Donc, le défenseur des droits, je l'ai saisi en tout 3 fois, le défenseur des droits. Je saisis M. Baudis, M. Toubon et Mme Edon. Donc, M. Toubon, c'est assez intéressant parce qu'il se trouve que dans mon alerte au ministère des Affaires étrangères, il y a eu chronologiquement un premier lanceur d'alerte, qui était mon premier chef de bureau. Et ce premier chef de bureau, donc je l'ai su plus tard, alors que moi j'étais en train de me débattre dans le piège tendu par l'ambassadeur à l'été 2009. Ce premier chef de bureau, à l'époque, à ce moment-là, à l'été 2009, a fait un rapport sur les détournements de fonds publics à l'échelle de l'ambassade, pièces comptables à l'appui, en me qualifiant de pivot du dispositif. Je renvoie à ce que je disais précédemment, à savoir que le service que je gérais était la caisse noire par excellence des ambassades. Donc, rapport au ministère des Affaires étrangères avec copie à l'Élysée sur
les détournements de fonds publics à l'ambassade de France au Bénin en me qualifiant de pivot du dispositif. Et à la suite de ça, ce monsieur n'a pas eu son contrat de renouvelé aux affaires étrangères et s'est trouvé sans emploi. Et, miracle des réseaux, septembre 2009, sans emploi, ce premier chef de bureau est engagé par son ami, Jacques Toubon, dans son équipe de l'époque. Monsieur Toubon était à l'époque à la tête de la mission de commémoration des 50 ans des indépendances africaines. Donc monsieur Toubon connaissait mon histoire bien avant d'être défenseur des droits. Et j'ai saisi monsieur Toubon, évidemment, dès que cela a été possible, quand il a été défenseur des droits avant le vote de la loi Sapin 2. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui expliquer ce point commun qu'on avait sur mon histoire, qu'il y avait eu un deuxième lanceur d'alerte, et l'autre lanceur d'alerte était un ami de Jacques Toubon. Et Jacques Toubon m'a écrit, 2 ans après que je l'ai saisi, « Vous auriez signalé des détournements de fonds publics, vous auriez été agressé, mais comme vous auriez agressé votre collègue, tout ce qui s'est passé depuis 10 ans est normal. » Il se trouve qu'indépendamment des preuves de tout ce que je viens de vous dire... Il dit sur la base du mensonge originel, tout le reste est logique, quoi. Il a cautionné, et moi, je vais vous dire ce que j'ai écrit à Madame Hidon. En gros, il dit « Je n'ai pas les moyens de prouver que le mensonge originel est un mensonge, donc circuler, il n'y a rien à voir. » Je vais vous dire dans l'hypothèse où Madame Nicolas est vraiment l'agresseur, c'est je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que j'ai également des échanges de mails. Il se trouve qu'il y a un ami de Jacques Toubon qui essaie de m'aider depuis des années, qui est ambassadeur, et qui est ami de Jacques Toubon, donc. Et... depuis ces années où mon dossier était dans les services de Jacques Toubon, il essayait de faire entendre raison à Jacques Toubon, de lui faire reconnaître la simple réalité. J'ai eu, avant de recevoir cette lettre de Jacques Toubon, j'avais eu connaissance quelques jours auparavant par le chargé de mission du sens de la position de Jacques Toubon. Et j'avais alerté ce monsieur, qui pendant tout un week-end a été en contact avec Jacques Toubon pour lui faire entendre raison. Sauf que Jacques Toubon ne lui a pas dit que la lettre était signée et qu'elle était partie. Donc moi j'ai des échanges de mails avec ce monsieur qui sont très clairs quant au fait que Jacques Toubon s'est couché devant les pressions des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Oui, parce qu'il a dû les interroger, ses services ont dû les interroger, il a eu un retour. Donc M. Toubon m'a écrit « Sans nier la réalité des faits que vous évoquez, vous auriez signalé, vous auriez été agressé, mais comme vous auriez agressé votre collègue... » On retombe sur la même problématique. On sait bien que, y compris pour le défenseur des droits en toute matière, et notamment les violences policières, c'est un beau sujet aussi, le peu de violences policières qui sont caractérisées par le défenseur des droits, qui seraient caractérisées par le défenseur des droits, quand il les renvoie au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de sanction non plus derrière à la fin, quoi. Et on a l'impression qu'effectivement, finalement, lancer l'alerte dans la fonction publique, en tout cas dans la sphère publique, c'est plus compliqué que lancer l'alerte dans la sphère privée. Tout à fait. En tout cas, que les entraves sont beaucoup plus importantes. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça, je ne sais pas si c'est la culture du secret, mais le fait de se dire qu'en interne, il vaut mieux avoir un signalement à la hiérarchie. On pourrait se dire que ça part d'un bon sentiment. Il y a le droit de participation des fonctionnaires qui est dans le statut au bon fonctionnement de l'administration. On se dit, je vois un dysfonctionnement, j'en fais état à ma hiérarchie, même si le dysfonctionnement vient de ma hiérarchie, et on le règle. Le problème réglé, et on ne va pas tout judiciariser, parce que si ça peut se régler, autant que ça se règle, quoi. On n'est pas des fous furieux à impérativement avoir des procès tout le temps, matin, midi et soir. Mais on voit bien que ce truc-là ne fonctionne absolument pas, et qu'on n'est pas dans la bonne logique. Et que même quand il y a des circuits, parce que moi j'ai eu des retours effectivement des grandes entreprises publiques, de gens qui avaient fait des signalements au référent déontologue qui dit non, moi je peux faire que des conseils, ou à la personne chargée du recueil du signalement, qui certes le recueil, mais ça met 1 an pour avoir un compte rendu écrit du recueil. Je parle même pas du fait d'analyser le signalement ensuite derrière. Pendant ce temps-là, la souffrance de la personne qui lance l'alerte, elle est réelle et elle va en s'aggravant. Et ça ne peut monter que crescendo, parce que soit l'administration reconnaît ses torts
et c'est bon, et ça redescend. Ça n'existait pas, ça. Non. Non, mais voilà. Soit ça ne peut aller que crescendo. Ça peut être qu'une escalade à la fin. Et à chaque étape, là, je vois, en fait, y compris, moi j'avais une question pour vous, Maître, sur la situation, parce qu'on voit la placardisation, c'est un truc qui revient souvent quand même dans ces situations-là. Il y a le concept qui a été très mis en avant par les syndicalistes, notamment de burn-out, on a trop de boulot, mais a émergé l'autre concept, celui de bore-out, pour reprendre les termes anglais, où il y a une souffrance au travail de ne pas avoir assez de travail. Est-ce que là-dessus, on arrive à faire aboutir des dossiers sur des gens qui sont placardisés, à le faire valoir que c'est une souffrance? Est-ce que la justice reconnaît ça? Ou est-ce que c'est tout aussi compliqué de faire reconnaître le bore-out que le burn-out finalement? Non, mais justement, c'est très intéressant ce que vous soulevez, parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose d'extrêmement schizophrène justement dans cette jurisprudence administrative, c'est que critiquer le système et le remettre en question, c'est devenu un combat de Don Quichotte. En revanche, le contentieux médical, la reconnaissance des accidents et maladies professionnelles, c'est un contentieux qui n'est pas très compliqué à gagner devant les juridictions administratives, puisque la loi est extrêmement... c'est un régime pour risque, c'est-à-dire que ça n'implique pas forcément la faute de l'administration. À partir du moment où vous rapportez la preuve d'un lien déterminant entre les conditions de travail et la pathologie développée, vous êtes en accident ou en maladie. Alors maintenant, le régime a changé et c'est aligné pour la maladie sur le régime de la sécurité sociale, puisqu'on doit avoir un pourcentage minimum de 25% d'IPP, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à quasiment l'année dernière. Il n'y avait pas de plancher IPP. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, qu'est-ce que ça a comme implication en pratique? C'est la gestion de la souffrance au travail par l'arrêt maladie. Et quand on regarde le taux d'absentéisme dans la fonction publique, c'est édifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le management, les personnes, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le procès France Télécom, mais on voit ça dans énormément d'entreprises, notamment, et j'insiste, sur des postes extrêmement stratégiques de la fonction publique. Il ne faut pas croire que ça touche les personnes du bas de l'échelle hiérarchique. Ça touche absolument tout le monde, et c'est encore plus grave dans les centres de pouvoir, où j'ai le cas, par exemple, d'un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie qui était sur un poste extrêmement politique, ou pour des tas de raisons politiques, alors que c'était un titulaire, alors jamais titulaire de son emploi mais de son grade, mais qui n'avait pas à partir. On a voulu mettre quelqu'un à sa place, sauf que sur ce type de poste, là-bas, il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est une personne qui est payée plus de 6 000 € par mois depuis 10 ans. Et des exemples comme ça, je vous en donne des tonnes. Voilà. Donc cette gestion managériale aujourd'hui, au-delà même de la problématique de santé, c'est aussi une problématique de finances publiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas manager les services comme ça, et tous les ravages que ça peut faire en plus dans les services, où finalement, et ça c'est un principe psychologique qu'on retrouve beaucoup, c'est un peu brutal ce que je veux dire, mais qu'on retrouve dans le cercle intrafamilial en cas de dénonciation de pédocriminalité et en cas de suicide au travail. Ce sont parmi les deux plus gros tabous de la société. Quand vous avez dans le monde du travail une personne qui fait une tentative de suicide, ou, j'allais dire, plus relatif, un syndrome post-traumatique, ce qui est déjà extrêmement grave, donc qui est complètement arrêté. Le collectif, souvent, va stigmatiser la victime et va former... Parce qu'elle vient plus bosser et que du coup le travail est rebasculé sur les autres en plus. C'est pire que ça, c'est qu'on intériorise un instinct primaire de survie, de dire si moi je fais pareil, ou la prochaine cible, ça sera peut-être moi. Donc c'est comme ça qu'on casse les collectifs, et par cette gestion-là, on isole encore plus finalement les personnes qui dénoncent ça. Et qui de facto ont un isolement géographique et physique, puisque il y a des personnes qui restent des mois en arrêt maladie, et je rebondis sur ce que vous disiez, madame. Aujourd'hui, la gestion de l'accident maladie, les commissions de réforme, les comités médicaux, ils mettent des mois à se réunir. C'est-à-dire qu'on va avoir la décision quand on fait une demande au bout de 8 mois, 1 an, parfois 2 ans. Pendant ce temps, la personne ne peut pas reprendre le travail. Ça, c'est pas possible. Ouais, ça, j'ai vu en œuvre tout ça. Et alors, du coup, comment ça s'est passé quand vous avez fait les tentatives de suicide? Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de prise en compte par le ministère? Non, enfin, le ministère a fini par reconnaître l'imputabilité, donc m'a fait passer au total 4 expertises psychiatriques, donc 3 m'ont été très favorables, une de 1 heure, 2 de 3 heures, donc 2 fois 3 heures, et donc le ministère a trouvé un 4e expert à Paris, délocalisé. L'expertise a duré 10 minutes, montre en main.
Je n'ai même pas eu le temps de parler avec lui. Il m'a littéralement jeté hors de son cabinet sous un prétexte véniel. Et là, à partir de ces 10 minutes où j'ai juste donné mon état civil et le traitement que l'on me prescrivait à l'époque, il a écrit 6 pages sur moi pour conclure à mon inaptitude définitive et absolue à tout travail. Donc, d'où la retraite, la mise à la retraite. D'où la mise à la retraite d'office. Donc, j'ai demandé une contre-expertise au ministère qui me l'a refusée. Donc, m'a fait savoir un beau jour ma mise à la retraite d'office avec effet rétroactif quelques mois plus tôt. Voilà. J'ai demandé cette contre-expertise de cette expertise, mais en fait cette contre-expertise à un tribunal qui me l'a refusée. Donc, ma retraite a été validée, voilà. Donc je suis maintenant en appel. Mais alors j'étais reconnue donc incapable à tout travail, à tout travail de façon définitive et absolue. Ce qui est amusant, c'est que depuis, les petits boulots que j'ai faits sont des emplois durs physiquement. Les petits boulots que j'ai décrochés depuis ma mise à la retraite sont des emplois d'ouvrière agricole. Donc saisonnière ou donc des emplois physiques. Donc pour quelqu'un mis à la retraite pour inaptitude, c'est assez surprenant. Voilà, donc chaque étape ouvre une boîte de recours qui n'aboutissent eux-mêmes pas ou sont de toute façon laborieux et prennent 3 ans et 4 ans. Mais moi, je suis à 14 procédures. À 14 procédures et quasiment 100 000 euros de frais d'avocat en 11 ans. 14 procédures. J'ai quasiment tout perdu sous des raisons plus abracadabrantes les unes que les autres. Donc, là, il me reste 3 procédures en cours, en deuxième instance et troisième instance. Donc, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar qui n'en finit jamais. Mais il ne reste que les instances européennes après, à la fin. Vous savez que pour les saisir, il faut remplir des conditions extrêmement précises. Moi, j'aurais pu avoir cette opportunité en 2013 parce que à l'époque, j'avais saisi 2 fois le Conseil d'État. Et voilà, donc je n'ai pas saisi cette fenêtre sur le conseil de mon avocat d'alors. C'est sans doute. Oui, parce qu'à chaque fois, on repart sur des délais, sur des coûts, Et c'est sans fin. Et moi, je suis très claire et très transparente dans ce qui s'est passé, et je prouve tout ce que je dis. Et là, vous parliez tout à l'heure du système, et je parlais du défenseur des droits, tout ça. Moi, je voudrais également. Je dis souvent un mot par rapport à tout ce que je vis, c'est le terme d'entre-soi. D'entre-soi. Par exemple, l'ambassadeur que je mets en cause n'a jamais été inquiété. Je sais par d'autres biais, d'autres sources que je prouve qu'il a été l'objet qu'il était connu pour détourner de l'argent public par ailleurs sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Que lorsque j'ai été agressée et rapatriée disciplinaire en France, son frère jumeau, lui-même ambassadeur, siégeait à la commission de discipline des ambassadeurs. Donc, vous pensez bien que tout a été fait pour protéger son frère et m'accabler moi. Et tout est comme ça depuis 10 ans, 11 ans. C'est bien simple. Plus je tire un fil et plus je vois les interconnexions entre des gens qui se connaissent, qui ont des intérêts communs. Et moi, par rapport à tout ça, je ne suis qu'une petite fonctionnaire. Et sans des concours de circonstances, sans les réseaux sociaux, personne ne connaîtrait mon histoire. Personne. Madame Chassard, qu'en est-il de votre histoire ? Écoutez, c'est un peu... Ça va résumer tout ce que Maître Mazat et Madame Nicolas ont dit. Alors, déjà, franchement, je remercie Maître Mazat pour des mots forts qu'elle a prononcés, parce que c'est ce que je vis, moi, depuis 4 ans. Madame Nicolas le vit depuis 11 ans, moi, c'est depuis 4 ans, depuis 2016. Mais vous voyez, elle a prononcé les mots de effrayant, de révoltant pour les agissements à l'intérieur de la fonction publique.
Et elle a aussi été, elle n'a pas mâché ses mots concernant la juridiction administrative. Mais ça me fait un bien fou que vous l'ayez dit, parce que avec votre expérience, voilà. Alors, moi j'avais prévu de faire, en gros, de faire 3 points qui sont un peu les 3 côtés d'un triangle, si vous voulez. C'est-à-dire que puisque je suis une lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans la fonction publique, en gros, il y a le triangle des harceleurs, le triangle des complices et le triangle des gens qui devraient sanctionner tout ça, c'est-à-dire la justice, et qui ne le fait pas. Et donc, ce que je vais dire, les 2 personnes qui sont à côté de moi l'ont déjà dit. Alors, il y a une volonté de nuire des hiérarques. Vous voyez, Maître Mazza vient de dire quand... Le point de départ, c'est que vous lancez une alerte. Voilà, je lance une alerte. En fait, j'ai lancé 3 alertes. J'ai subi 3 harcèlements, 3 placardisations, en 2013, en 2016, en 2018. Le point de départ, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je signale un délit ou un dysfonctionnement. En 2013, c'est véniel, comme disait Madame Nicolas, c'est-à-dire c'est un principal qui cherche à manipuler les notes d'une épreuve interne du brevet. Donc, je le dénonce. Je suis la voie toute tracée, c'est-à-dire auprès de la principale adjointe, auprès du principal, refus de m'entendre. Niveau supérieur, à l'échelon départemental, le directeur académique des services d'éducation nationale. Silence. J'en parle aux parents qui font partie du conseil d'administration du collège. Eux-mêmes sont choqués et le disent au conseil d'administration. Là, ça fait scandale. Le principal l'appelle le DAZEN pour me taper sur les doigts. Je suis convoquée par le DAZEN, je suis menacée de blâme, je ne l'aurai jamais. Par contre, je suis menacée d'une sanction déguisée qui est, Madame Zassar, vous n'enseignerez plus l'histoire des arts, donc l'épreuve du brevet où les notes avaient été montées. Et donc, en fait, à partir de ce point de départ, je signale un dysfonctionnement, ça ne plaît pas. Ce que j'appelle les hiérarques se disent, celle-là, elle va ouvrir sa bouche, il faut la lui faire fermer. Et à partir de là, se met en place la placardisation. Donc, Maître Mazza l'a dit, la placardisation, ça consiste à... C'est un des agissements qui sont reconnus dans le harcèlement moral. Ça consiste à vous enlever tout ou partie de vos attributions et de vos prérogatives professionnelles. Et dans mon cas, comme je suis professeur en documentation, ça a consisté systématiquement, dans les 3 harcèlements, ça a consisté à m'enlever tout ou partie de mes activités pédagogiques avec les élèves. Ce qui revient à me poignarder, parce que j'adore mon métier. Et ces gens le savent. En 2016, 2e harcèlement, c'est très simple, je dénonce, c'est même pas un gros scandale. Dans le même établissement ? Non, dans un autre établissement. Parce que le premier harcèlement, c'est comme dit Madame Nicolas, quand vous commencez à vous défendre, on cherche à vous faire taire, on cherche à vous intimider. Et en 2013-2014, donc on m'a enlevé mes activités pédagogiques, j'ai résisté, j'ai menacé de faire un recours administratif. Alors là, il fallait me faire taire. Donc ostracisation à l'intérieur de l'établissement, menace, intimidation. Et comme c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai pris la fuite. Ce qu'en font la majorité des gens qui subissent ça pour une première fois. Donc j'ai pris la fuite, j'ai demandé une mutation dans une autre académie, j'ai demandé une année de disponibilité pour convenance personnelle. D'accord, dispo, ouais. Donc pendant un an, je n'ai pas été payée par l'éducation nationale, mais par mes économies. Et en 2015-2016, je reviens dans un autre établissement. Ouais. Donc là, je suis un peu plus méfiante. Et là, avec la première chef d'établissement, tout se passe très bien, elle est correcte, elle me donne mes activités pédagogiques, tout se passe bien avec les élèves, génial. Et puis arrive une cheffaillonne, parce que la première principale a dû être appelée en urgence en remplacement, arrive une cheffaillonne. Et là, elle se rend compte effectivement que je ne lui obéirais pas au doigt et à l'œil. Et il suffit que je mette une note dans un registre qui s'appelle Registre Santé et Sécurité au Travail, concernant des conditions de travail pour les élèves qui, à cause d'une température trop basse dans les locaux, n'étaient pas bonnes. Ce simple fait-là lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle me fasse taire et qu'elle m'ostracise, parce que si jamais elle faisait affaire à une autre faute, je le dénoncerais. Et à partir de là, s'est mis en place donc une deuxième placardisation avec en plus une cabale diffamatoire. C'est-à-dire que la chef d'établissement a monté contre moi dans mon dos une cabale de 11 personnes à l'intérieur du personnel qui ont écrit des textes mensongers contre moi. Lorsque je me suis aperçue de ça, j'ai fait le second cran dans l'alerte, c'est-à-dire que là, j'ai porté plainte au pénal pour harcèlement moral contre la principale. Et à partir de ce moment-là... La remplaçante, là. La remplaçante, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est le niveau supérieur des représailles, c'est-à-dire le rectorat de Reims. La rectrice de l'académie de Reims. À partir du moment où j'avais fait ça,
Et ensuite, en 2016-2017, j'ai fait d'autres alertes, comme disait Madame Nicolas, on enchaîne les alertes si vous voulez. J'ai fait 2 alertes de danger grave et imminent, donc 2 enquêtes administratives en 2016-2017, avec intervention du CHSCT académique. À partir de ce moment-là, ils ont vu d'une part qu'ils n'arriveraient pas à me faire taire, mais d'autre part, ils ont essayé de monter encore plus ce collectif contre moi. Et ils y sont arrivés au point que, même si dans le 2e harcèlement j'ai gagné parce que j'ai obligé la rectrice à me changer d'établissement à cause du danger qui était pour moi, eh bien, je l'ai vécu comme une expulsion pour protéger le petit collectif qui s'était senti agressé, comme disait Maître Maza, qui s'était senti agressé par une personne qui n'agissait pas comme eux. Ça, c'est le 2e. 2017-2018, tout se passe bien dans... Ça les renvoie à leurs conditions subjectives de complice, quoi. Voilà, donc, du coup, voilà. L'être humain étant ainsi fait... C'est exactement ça, oui. Et dans le 3e, après une année tout à fait correcte, encore une fois, 2017-2018, eh bien là, ça recommence. C'est-à-dire qu'à la rentrée 2018, la principale me fait comprendre qu'elle va m'enlever les 3/4 de mes activités pédagogiques que j'avais réussi avec succès l'année précédente. Et le succès est prouvé par le bilan d'activité que je lui ai remis. Mais à la limite, c'est le fait de lui remettre mon bilan d'activité qui a montré que, oh là là, c'est bon, Madame Chassard, il fallait l'écarter, quoi, c'est pas possible. Et donc là, ça commence en septembre 2018, quand j'ai la preuve écrite que la principale, pour m'empêcher de faire ces activités pédagogiques, a forcé les autres professeurs du personnel à ne pas collaborer avec moi, et j'en ai une preuve écrite. À partir de ce moment-là, je fais un choc psychologique que je veux déclarer en accident de service. Parce qu'effectivement, j'ai aussi choisi cette voie-là, la voie de la reconnaissance par la voie médicale. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça a été, comme disait Madame Nicolas, ça a été l'enfer parce que ça monte en crescendo. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'étais vraiment la femme à abattre. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des sanctions déguisées, suspension. Il y a eu de nouveau une cabale diffamatoire dans mon dos de 20 personnels, des textes, 56 textes diffamatoires écrits pendant 4 mois, pendant l'automne 2018, dans mon dos, versés dans mon dos, dans mon dossier administratif, par le DRH, complice, et qui ont encore été soustraits à ma connaissance pendant 4 mois suivants, jusqu'à ce que la rectrice fasse son conseil de discipline. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vais encore plus loin que Maître Maza. Il y a une connaissance parfaite de la part des hiérarques de ce qui risque d'arriver s'il y a des gens comme Madame Nicolas et moi, ou d'autres fonctionnaires, qui signalent des dysfonctionnements. Ils savent très bien ce que ça va faire. De toute façon, dans vos 2 cas respectifs, il n'y a pas de circuit pour signaler une alerte dédiée. Finalement, il n'y a que la voie hiérarchique. À l'époque, moi j'étais en 2009. Avait pas, et quand il y en a une, c'était le référent déontologue, mais qui n'est pas exactement le circuit de signalement de l'alerte non plus. Et qui vous a pas... Si, monsieur Bernassis, oui. Il y a le circuit. C'est-à-dire que moi, j'ai, dans le registre santé-sécurité, dans le registre danger grave et imminent, alors, il y a les alertes à la DRH. C'est des documents administratifs dans lesquels on peut mettre effectivement signaler des éléments, etc. Mais oui. Quand je dis circuit de l'alerte, je pense au circuit qui est prévu notamment par la loi Sapin 2, avec la garantie de l'anonymat, de la procédure, etc. Mais personnellement, moi, je voulais pas l'anonymat. Non, mais je comprends bien. Et on voit du coup l'intérêt que peut avoir l'anonymat parce que ça évite que la personne soit exposée, et puis surtout qu'elle soit de facto perdante dans le rapport de force entre la personne qui signale et le service. Ça individualise un peu plus, ça équilibre un peu plus le rapport. En tout cas, dans l'éducation nationale, c'est pas possible l'anonymat. Les établissements scolaires sont des... Il pourrait y avoir un circuit au rectorat. Non, monsieur Bernassis, parce que le rectorat est totalement complice de ça. Non, mais dans votre situation, mais je veux dire... Dans toutes les situations. Depuis que j'ai fait paraître... parce que moi, j'ai choisi la voie de la médiatisation, parce que je pense que c'est la seule. Comme disait Maître Maza, et je voulais en parler aussi un petit peu, la justice administrative, c'est impossible. La justice administrative est totalement... Enfin, quasiment totalement, parce qu'il y a quand même des jurisprudences favorables, mais elle est complice de l'administration. Et moi, j'ai choisi la médiatisation, et dès que j'ai fait paraître soit des articles dans la presse, soit des vidéos sur YouTube, j'ai été contactée par 5 professeurs. C'est exactement la même chose. Les hiérarques sont totalement au courant de ce qui se passe, ils le savent, ils connaissent les textes qui sont publiés depuis 2000 concernant la protection de la santé mentale et physique des fonctionnaires. Ils connaissent les textes qui prohibent le harcèlement moral, mais ils piétinent ces textes, tout simplement. C'est tout simplement, ils les piétinent, mais ils les connaissent.
Et donc, vous voyez, il y a les hiérarques qui, de toute façon, et Maître Mazin, encore une fois, l'a bien dit, les hiérarques, de toute façon, veulent protéger à toute force l'administration. Jamais ils ne donneront raison à un fonctionnaire. Ils préféreront, comme l'exemple de Madame Nicolas le prouve, ils préféreront que la fonctionnaire dégage par voie médicale. Oui, fusible. Ils préfèrent plutôt que de s'interroger sur les problématiques. Mais jusqu'à les faire se suicider. Ouais. Il faut comprendre ça, jusqu'à les faire se suicider. Et puis, dans l'administration de l'éducation nationale, alors, je pense que c'est caractéristique à l'éducation nationale. Il y a le deuxième côté du triangle, c'est-à-dire les professeurs. Et ce qui est une certitude, c'est que comme dans la magistrature, comme dans la fonction publique en général, il y a des effets, parce qu'il y a la carrière, parce qu'on voit la suite, qui font que ça pousse à être plutôt servile. Bon. Voilà, mais il y a pour le meilleur et pour le pire. Il y a la complicité passive, moi j'ai vu les deux choses, la complicité passive, et puis il y a la complicité active. Et c'est ça que j'appelle les collabos. Et je vous assure qu'ils en tirent des bénéfices. Je vous assure. C'est là où, pour la carrière en général. Pour la carrière, pour du côté financier, ils en tirent des bénéfices. Oui, pour des petits... Et donc, vous avez le troisième... Justement de l'emploi du temps. Exactement. Devenir des formateurs, comme ça vous avez des heures de cours en moins, puis vous êtes payé plus, et puis après vous pouvez aller au rectorat et avoir des postes administratifs, et comme ça vous n'avez plus les gosses en face. Vous voyez, c'est ça. Et donc, le troisième point du triangle, c'est, et franchement, je vous remercie de l'avoir dit, c'est la juridiction administrative, qui est effectivement pour nous, les fonctionnaires, le premier, entre guillemets, sauveur vers lequel nous nous tournons. Je vous assure, moi, j'avais foi en la justice. Mais vraiment, la première fois que je suis allée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'avais une plaquette qui disait, où c'était marqué, les juges administratifs ont pour mission de faire respecter le droit à l'administration. Et j'y croyais. Eh bien, 4 ans après, je vois que ce n'est absolument pas possible. Et je me réfère, M. Bernalici, à l'audition que vous avez fait dans votre commission d'enquête avec 2 représentants de syndicats de la magistrature. Il y en a une, Mme Thielin, pour ne pas la nommer, voilà, qui, je veux dire, elle, alors, il n'y a aucun problème. Alors, d'un côté, elle reconnaît et elle assume que les juges administratifs viennent de l'administration. Elle est même arrivée, à un moment donné de son audition, à dire que c'était pas très gênant si les juges administratifs continuent à faire des allers-retours avec les administrations centrales. J'ai halluciné, quoi. Alors, elle, il n'y a aucun problème d'indépendance, il n'y a aucun problème d'impartialité. Avec elle, tout baigne. Et j'ai appris quelque chose d'hallucinant aussi dans cette audition, M. Bernalici, mais je n'ai pas vérifié. Il y a eu une loi en 2012, en mars 2012, qui reconnaît aux juges administratifs la fonction de magistrat, le statut de magistrat. Mais par contre, le 21 février 2014, le Conseil d'État a rendu une décision où le Conseil d'État dit non, les membres des TA et des CAA ne sont pas des magistrats, mais sont des fonctionnaires d'État. Ça, c'est l'autre représentant qui le dit. Et je suis avec ces deux choses et je me suis dit, mais c'est schizophrénique. C'est schizophrénique. Non, mais il y a besoin de clarté. C'est d'où la raison pour laquelle on a fait cette commission d'enquête et on a mis dans notre périmètre la justice administrative, parce qu'effectivement, il y aurait des choses à modifier, d'ailleurs de rang constitutionnel, pour donner la constitutionnalité à la juridiction administrative, faire en sorte que les membres du Conseil d'État soient des magistrats. Voilà. C'est pas une mince affaire. Voilà. Et la problématique de la dualité, même des 3 missions en fait, du Conseil d'État qui sont dans la même entité, qui posent des problèmes de fond, évidemment. Mais pour terminer donc sur la juridiction administrative, parce que moi j'en souffre aussi, comme Mme Nicolas vous a dit, elle a 14 procédures. Moi j'en suis à 13 recours administratifs. Le même juge du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le même, c'est-à-dire c'est illégal, le même a déjà rejeté 8 de mes premières requêtes en première instance, ce qui m'oblige à aller en cour d'appel administrative, et donc ce qui m'oblige à débourser de l'argent, et là, je veux justement que mon avocate fasse une demande de récusation de ce juge, ainsi que du juge des référés. Mais si vous voulez, la justice administrative, c'est exactement ce qu'a dit Maître Mazat, c'est-à-dire ces gens-là râlent lorsqu'il y a trop de pièces. Or, il est nécessaire de prendre du temps pour examiner les pièces, pour effectivement voir le contexte de ce harcèlement. Donc, la juridiction administrative ne le fait pas. On prend des robots, effectivement. Un algorithme, voilà. Et d'autre part, la juridiction administrative, de toute façon, va privilégier le point de vue de l'administration. Là, le juge que j'ai déjà eu en face de moi plusieurs fois lors d'une audience, je sais très bien que quand il voit mon nom, il se dit, celle-là, c'est une... Alors, je ne pense pas qu'ils disent Don Quichotte, mais ils disent, c'est une enquiquineuse. Elle veut la peau des bons gens de l'administration qui font très bien leur travail d'administrateur, donc je vais la sanctionner et puis je vais écarter ses requêtes. C'est, franchement, je veux dire, psychologiquement, c'est
c'est un enfer de se dire que les gens vers lesquels on apporte toutes les preuves, ces gens-là les écartent. Je veux dire, parce que les juges administratifs, ce qu'ils font aussi, M. Bernardici, ils font quelque chose d'absolument scandaleux. Ils n'usent pas de leur pouvoir d'instruction et d'enquête. Ouais, ça, j'ai appris que ça, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire. Oui, ils peuvent faire, comme tous les magistrats en fait. Comme tous les magistrats, moi je ne le savais pas. Judiciaire ou l'administratif, voilà, mais pareil, les JLD, les juges de liberté et de la détention non plus ne voilà. pas leur pouvoir. Et donc, pour terminer, je veux vraiment, Maître Maza l'a dit, vous l'avez redit aussi, lancer l'alerte et dénoncer les dysfonctionnements, que ce soit du harcèlement moral ou des choses financières comme Madame Nicolas, dans l'administration, mais c'est 100 fois pire que dans le privé. Et Maître Maza l'a dit aussi dans un entretien qu'elle avait donné à un site internet de lanceurs d'alerte. Dans le privé, quand vous avez des personnes qui dénoncent, à la limite, ces personnes, elles sont licenciées, et puis elles vont au prud'homme, et puis elles obtiennent quand même de partir avec un petit pécule. Pas depuis que Macron a mis les plafonds, hein, oui. On est bien d'accord. Mais voilà, dans le privé, c'est quand même plus facile de ce côté-là. Dans la fonction publique, à cause justement de la soi-disant sécurité de l'emploi, l'administration, les hiérarques n'ont qu'une seule solution quand ils ont en face d'eux des gens comme Madame Nicolas et moi, c'est il faut nous faire crever par tous les moyens. Parce que comme nous avons justement notre mission de service public chevillée au corps, nous ne voulons pas démissionner. Oui, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, c'est normal. Oui, exactement, sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de se dire de quoi vous auriez eu besoin, qu'est-ce qui aurait pu vous être utile à certaines étapes. C'est la question pour vous, dans la loi. J'ai une idée très forte, très simple de la réponse. Dans la loi Sapin 2, puisque en fait on a la proposition de loi qu'on a faite de transposition, on prévoyait, alors on l'a appelé une inspection, qui est une inspection des lanceurs d'alerte rattachés aux défenseurs des droits, qui puisse solliciter à la fois des personnels des défenseurs des droits, mais aussi le tissu associatif qui s'occupe déjà d'accompagner les gens, mais aussi du personnel médical, etc. Bon, pour accompagner le lanceur d'alerte dans ses démarches. Ça ne veut pas dire reconnaître son alerte en tant que telle, puisque ça c'est le rôle soit de l'administration concernée, soit de la boîte privée, soit de la justice éventuellement, mais d'avoir un être humain concret ou plusieurs qui vous accompagnent dans vos démarches à chaque fois qu'il y a une entrave, etc. On proposait aussi par exemple qu'il y ait un accès à l'AJ, à l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources, de droit, qu'il y ait au moins ça qui soit pris en charge, parce qu'on sait que les frais d'avocat, c'était dit à plusieurs reprises, même si l'AJ à 100%, c'est pas forcément suffisant dans la circonstance, mais c'est toujours ça qui pourrait aller de l'avant. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui pourraient être déterminants pour la prise en compte des alertes? Moi, ma réponse serait simple, c'est simplement l'application des lois. Dans mon cas, c'est l'application des lois. Les lois ne me sont pas appliquées de bout en bout. Il y a quand même eu, dans mon histoire, indépendamment des détournements de fonds publics avérés, une tentative de meurtre sur ma personne, sur mon lieu de travail, etc., qui n'a donné lieu à aucune enquête. Mon agresseur n'a jamais été inquiété. Les plaintes pénales ont fait l'objet, n'ont pas été instruites, etc. Donc il y a vraiment de graves dysfonctionnements à tous les niveaux et fondamentalement, les lois ne sont pas appliquées. Que ce soit au titre de la raison d'État devant les tribunaux administratifs ou que ce soit devant les juridictions judiciaires au terme de... Je vais être à 800% d'accord avec vous. C'est-à-dire, je crois qu'on l'a mis en préambule de l'exposé des motifs de notre proposition de loi en disant, au fond, si les règles étaient correctement appliquées, il n'y aurait pas besoin il n'y aurait pas de lanceur d'alerte. Il n'y aurait pas de lanceur d'alerte. Il n'y a pas besoin de lancer des alertes. Donc ça, c'est OK, c'est le prérequis. Maintenant, au monde réel, c'est pas le cas. Et donc, du coup, le lanceur d'alerte peut être un point d'appui pour la bonne application de la loi. Tout comme les syndicalistes, c'est leur job aussi pour la bonne application de la loi dans leur entreprise et que ce sont des vigies pour vérifier que la règle que tous les grands principes soient appliqués. Du coup, une fois qu'on rentre dans le parcours de lanceur d'alerte, juste vos parcours, ça donne juste pas envie de lancer une alerte. Du tout. Bon, le message est clair, je suis d'accord. Mon objectif n'est pas non plus de donner envie de lancer des alertes, je ne me passe pas sur ce registre-là. S'il y a une alerte qui doit être lancée, il faut qu'elle puisse être lancée. Et qu'est-ce qu'on mobilise du point de vue du droit pour accompagner les gens, sans pour autant que ce soit une prise de parti, parce qu'il y a toujours le problématique, c'est-à-dire que le défenseur des droits est à chaque fois très emmerdé parce que
forcément le lanceur d'alerte lui demande de valider la véracité de son alerte, ce qu'il ne peut pas faire, ce qui n'est pas de sa prérogative. Il y a déjà un hiatus de départ, un malentendu de départ de tous les gens qui se tournent vers le défenseur des droits. Sauf que si lui le fait pas, et à un moment donné que la justice le fait pas non plus, l'administration, et que le défenseur des droits n'a pas les moyens d'accompagner concrètement la personne dans sa vie réelle quotidienne, des conséquences psychologiques ou psychiatriques que peuvent générer le fait d'avoir lancé une alerte, des conséquences économiques parce qu'on est placardisé, parce qu'on est à mi-traitement, etc. Toutes ces choses-là, s'il n'est pas en capacité là d'être le point d'appui qui fait que certes l'alerte est dansée, certes il peut y avoir des préjudices, mais qui rééquilibre les choses. Ça me semble compliqué s'il n'y a pas ça, donc c'est vers ça en tout cas je pense qu'il faudrait tendre au moins un minima. Mais du coup, vis-à-vis de vos expériences, ça m'intéresse de savoir à quel moment vous auriez eu besoin de quelque chose. Alors, besoin de quelque chose. Donc moi, c'est pour ça que ma question soit relativement vague. Mais... Oui, moi je dirais donc spontanément l'application des lois. Mais vous, par exemple, je rebondis sur les syndicats et le tissu associatif et supposer aider les lanceurs d'alerte. Mais où sont-ils ? Où sont-ils ? Moi, je ne connais personne de tous mes camarades lanceurs d'alerte qui soit aidé par un syndicat ou qui a été aidé par un syndicat ou une de ces fameuses associations aidant les lanceurs d'alerte, qui sont des scandales et des escroqueries. Je confirme pour les syndicats. Et donc, peut-être envisager quelque chose, enfin, je ne sais pas sous quelle forme, mais une sorte de commission des sages ou autre, mais associant des gens qui ont vraiment... qui savent ce que c'est de subir les conséquences, d'avoir fait correctement son travail ou d'avoir signalé un dysfonctionnement portant préjudice à l'intérêt général, d'associer des gens qui savent vraiment ce que ça veut dire concrètement dans leur quotidien, dans leur chair et dans toutes ces conséquences, dans toutes ces dimensions. Et non pas des gens qui défendent les lanceurs d'alerte de façon, je ne dis pas ça pour vous, qui défendent les lanceurs d'alerte de façon abstraite, oui. Qui en font un business et qui, une fois qu'ils ont fait leur journée de travail en défendant les lanceurs d'alerte comme on peut défendre les petits chats, rentrent chez eux tranquillement et ont leur salaire à la fin du mois. Nous sommes combien moi je connais quasiment 20-30 personnes en France qui sont dans des difficultés, dans de graves difficultés matérielles pour n'avoir fait que leur travail. Tout secteur confondu, ça va du chauffeur routier au banquier, hein. Donc on est vraiment de tout secteur confondu, on est confronté aux mêmes mécaniques, aux mêmes difficultés. Donc j'aimerais que à l'avenir, des gens comme nous soyons associés au moins à un droit de regard ou quelque chose, ou qu'on nous consulte, qu'on ne parle pas forcément en notre nom, sans nous demander notre avis ou savoir quelle est la réalité de notre vie. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si. Après, c'est toujours pareil. Du coup, il y a toute la difficulté de la loi Sapin de reconnaître le lanceur d'alerte. Alors, il y a la procédure, le machin, et même quand on la suit, c'est compliqué d'être reconnu lanceur d'alerte. On est reconnu lanceur d'alerte, on ne peut l'être que si on est attaqué à ce titre-là, d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire que le statut de lanceur d'alerte aujourd'hui de la loi Sapin 2 vous offre des protections contre les procédures bâillons, contre d'autres manœuvres pénales, contre le fait que vous soyez mis en cause pénalement pour avoir fait fuiter un document, par exemple, etc. Donc en fait, vous ne pouvez faire valoir le fait que vous avez le statut de lanceur d'alerte que si vous êtes attaqué en tant que lanceur d'alerte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, au préalable, vous faire reconnaître le statut de lanceur d'alerte. Mais vous imaginez même s'il y a une définition générale. Donc l'idée d'avoir un service, alors on l'a proposé de le rattacher aux défenseurs des droits pour des raisons de faciliter aussi l'organisation administrative. Et il faudrait en plus modifier dans la Constitution le rôle du défenseur des droits, parce qu'il y a eu toute la problématique des secours financiers qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel au moment de la mise en place de la loi Sapin 2, de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une structure qui puisse accompagner les gens à partir du moment où eux se déclarent comme étant lanceurs d'alerte, et pas d'attendre qu'il y ait les procédures bâillons contre les gens pour que les personnes lanceurs d'alerte soient obligées de mobiliser le fait qu'ils soient bien des lanceurs d'alerte devant la justice. Je ne sais pas si je suis clair dans mon Si j'ai bien compris, ce service qui serait rattaché au défenseur des droits, oui. En quelque sorte, donnerait un label, entre guillemets, si la personne qui dénonce il donne pas de label. apporte des faits précis. C'est ça ou pas ? Il ne donne pas de label, parce qu'il ne pourra jamais le faire. Parce que
c'est compliqué juridiquement parce que c'est une autorité administrative indépendante. En tout cas, ça doit l'être, à mon avis, ça doit être quelque chose d'indépendant qui s'en occupe. Mais ce qu'il peut faire, c'est accompagner la personne à la fois pour l'aider dans son alerte à la matérialiser. Donc les experts de certains domaines, etc., du contradictoire, de mobiliser, bref, voilà. Et de l'accompagner concrètement en disant, voilà, on vous propose le soutien psychologique, vous avez l'aide juridictionnelle à prise en charge à 100% pour aller voir un avocat dans le cadre de l'alerte que vous avez lancé, etc., etc. C'est-à-dire d'offrir des protections concrètes à partir du moment où la personne se déclare comme étant lanceur d'alerte. Et que ça rentre bien dans la définition, juste un petit contrôle préalable, entre guillemets, de se dire que ça rentre bien dans la définition de la loi Sapin 2, que c'est dans le cadre de dénoncer un délit ou une entrave à l'intérêt général, etc. Enfin, vous voyez la définition qui est suffisamment large pour que quand même tout le monde s'y retrouve, même s'il faut supprimer, je ne sais plus ce qu'on supprime, je me tourne vers Antoine qui est de l'autre côté de la caméra, je ne sais plus, c'est la bonne foi, le machin comme ça. Non, c'est pas désintéressé. Oui, c'est caractère désintéressé. Voilà, oui, bonne foi, on peut le laisser oui. parce que c'est pas un problème, mais le caractère désintéressé, puisqu'on a vu que c'était mobilisé contre les lanceurs d'alerte. En tant que tel, le fait que si ils étaient intéressés parce qu'ils voulaient avoir une prime ou parce qu'ils voulaient avoir une mutation, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Alors on ne sait pas trop si ça aboutit parce qu'il y a assez peu de procédures, comme c'est hyper long et que la loi date de 2016. On ne sait même pas si ces moyens qui sont soulevés contre les lanceurs d'alerte finalement aboutissent ou si la justice dit non, on va raconter n'importe quoi. Ça ne rentre pas dans la définition de désintéressé. Bon, je mets de côté le côté du droit parce que si on le supprimait du texte, au moins il n'y aurait plus de débat. Ce serait pas le sujet, quoi. Moi, le petit écueil que je vois dans ce service-là, alors pour avoir du soutien psychologique et de l'aide juridictionnelle, oui, bien sûr. Le petit souci que je vois, c'est que, je veux dire, encore une fois, quand on est fonctionnaire de base, ce que Madame Nicolas Humon vous dit, c'est parce qu'elle, ça fait 10 ans, moi, ça fait 4 ans, d'accord ? Mais quand on a commencé, on est des fonctionnaires de base, c'est-à-dire qu'on croit vraiment que ce qu'on va dire va tout simplement permettre de nettoyer une tâche et puis on va continuer à régler le problème. Tout simplement. Donc, je ne pense pas que que d'autres fonctionnaires qui seraient au courant de dysfonctionnements, voire de délits, je ne pense pas que ces fonctionnaires-là, ça leur viendrait comme ça, en premier lieu, à la tête. Ah, je vais bientôt m'engager dans le combat de Don Quichotte de lanceuse d'alerte, donc je vais aller dans ce service pour savoir comment je vais... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on est fonctionnaire, franchement, Maître Mazat, je pense que vous serez d'accord avec moi, on est dans des petits services en général. Oui. Et donc, on lance l'alerte, enfin en tout cas on dénonce le problème et après on subit... Mais voilà, oui, mais voilà. Que, on ne peut pas imaginer ça. Regardez dans vos parcours respectifs, avant de pouvoir vous tourner envers quelqu'un à l'extérieur, il y a un laps de temps qui est colossal. En fait, en réalité. Et vous avez le temps d'être placardisé, mis à l'écart, livré à vous-même, avant de vous dire, je vais peut-être aller chercher d'autres sources à l'extérieur. Moi, dans mon cas, on ne parlait pas du tout de lanceur d'alerte à l'époque, en 2009. Mais moi, fondamentalement, comme d'autres de mes camarades, je n'ai fait que mon travail. Voilà, Non, mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas dénoncé, je n'ai pas dit, voilà, un tel, il y a des détournements de fonds publics. J'ai signalé très respectueusement des dysfonctionnements que je constatais, c'est-à-dire des dossiers vides imputés sur le budget de l'État, avec l'idée que, en présentant le fait que j'étais responsable en théorie et payé de ces dossiers, et que donc je les signalais en conscience. Et mon idée était de revenir à un fonctionnement normal, pas du tout de mettre en cause tel ou tel, mais simplement je n'ai fait que mon travail, parce qu'à la limite, je ne l'aurais pas fait. J'aurais compris ce qui se passait, l'ampleur de ce qui se passait à l'époque. J'aurais pu être révoquée de la fonction publique. Il se trouve que je n'ai pas compris, sans doute par naïveté ou parce que ça s'est passé sur une période de 4 mois, caractérisée par une très grande violence au quotidien. Donc, mais fondamentalement, comme la très grande majorité de mes camarades lanceurs d'alerte, je n'ai fait que mon travail. Oui, donc, vous n'avez pas planifié de lancer l'alerte. Non, voilà, on ne se dit pas... Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi un petit différent entre le privé et le public. Donc vous savez, dans le public, puisqu'on parle de finance, il y a eu Stéphanie Gibault, et puis il y a une dame qui est l'amie de Madame Nicolas, qui s'appelle Lida de Chavagnac pour le Crédit Agricole. Bon, ces personnes-là, quand c'est de la finance, ça vous paraît tout de suite un peu plus gros, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous touchez à un dysfonctionnement financier ou comptable, là, vous pouvez vous dire « Oh là là, je risque de déclencher, la grenade va m'exploser à la figure ». Pour nous, comme... Je vous ai dit, j'ai été contactée par 5 professeurs
depuis que j'ai été un petit peu médiatisée. Mais pour nous, c'est pas du tout comme ça. Elle vient de vous le dire, Mme Nicolas. On ne fait que notre travail en disant, là, il y a une petite tâche, on le dit à nos supérieurs hiérarchiques, et puis on espère que la petite tâche soit nettoyée et qu'on continuera. C'est ça, à la base. Donc ça ne nous apparaît pas du tout dans la fonction publique, ça ne nous apparaît pas du tout comme quelque chose qui va nécessiter un investissement énorme, et donc, ça ne nous fait pas penser du tout à je vais recourir à un service rattaché au défenseur des droits pour savoir comment je vais être lanceuse d'alerte dans les 10 prochaines années. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai bien compris. Vous voyez ? J'ai bien compris. Maître, qu'est-ce que ça vous inspire moi, à la fois de vos expériences et... 4 points par rapport à ce que vous disiez. Et ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est que quand on rentre dans l'écoute de gens comme vous et qu'on ne connaît pas ce qui se passe, la première réaction qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que c'est que ces affaires délirantes. Il y a des points que vous soulevez où, en tant que juriste, on va se dire tiens, là, on a soulevé telle incompétence. Ce que vous disiez, par exemple, la décision du tribunal judiciaire de Paris qui s'est estimé pas compétent, moi, de réflexe, je vais me dire ah, ils ont dû soulever le problème de territorialité, ça s'est passé en Afrique ou je ne sais pas où, donc on va dire c'est pas Paris. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, si vous voulez... Quand on réfléchit à ces situations de manière extrêmement rationnelle, on enlève l'émotionnel, on va se dire qu'il y a forcément une explication. Parce que c'est tellement délirant qu'on n'y croit pas. Moi, je vous ai dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier, que je vois des personnes comme vous toute la journée, et vraiment énormément. Et il y a un moment où vous vous dites, il y a quand même un problème dans le système. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des points que vous avez soulevés qui sont très intéressants, et pour répondre à votre question... sur qu'est-ce qu'on peut faire. La vraie problématique dans l'administration, effectivement, vous avez une école, pour prendre l'éducation nationale, vous avez une école, un lycée, un collège, c'est un établissement. Mais ça relève d'une administration plus centralisée qui va être le rectorat, qui relève du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, on l'a aussi très bien vu dans France Télécom, qui était une entreprise territorialisée, c'est le principe français de la centralisation. Tant qu'il y a une centralisation des choses, vous allez être dans le tout petit échelon local, de toute façon, ça remonte in fine au central. Je prenais l'exemple de la police, vous avez votre supérieur hiérarchique qui va dépendre d'un département, qui va dépendre d'un SGAMI, c'est les services d'administration territoriaux, qui va dépendre du ministère, voilà, qui vous connaissez bien, qui va dépendre du ministère de l'Intérieur. Vous prenez un hôpital, vous avez la gigastructure à PHP ou la PHM à Marseille ou les hospices civils de Lyon, on va dire les plus grosses structures. Vous avez les petits hôpitaux publics de campagne, de zones, on va dire, un peu moins urbaines. Au-dessus, vous avez l'Agence régionale de santé qui remonte directement au ministère de la Solidarité et de la Santé. Tout ceci est toujours connecté. Et c'est ce que vous expliquiez dans votre situation personnelle, mais c'est une réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce qui est très important, et moi je suis plutôt... peut-être pas sur la forme, c'est à réfléchir, mais en tout cas, je suis d'accord avec votre proposition, c'est qu'il faut extérioriser ces problématiques. Si vous restez dans le système, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. C'est en théorie le principe de l'existence de la justice indépendante. Exactement, voilà. Et j'en viens derrière à, moi, la solution. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est déjà en appliquer la loi, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Ça va. Mais la problématique qu'on a aussi sur le fonctionnement de l'administration et la gestion de la fonction publique en particulier, il existe un conseil des prud'hommes. Pourquoi on ne crée pas un tribunal de la fonction publique ? C'était le cas au niveau européen, parce que le contentieux administratif, alors pour pas trop leur jeter la pierre, parce que bon, je ne les mets pas tous dans le même sac, mais c'est le fonctionnement même de cette institution et de sa culture juridictionnelle qui pose problème. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Oui, mais... donc un tribunal de la fonction publique sur le même mode de fonctionnement paritaire et électif que les prud'hommes ? Je ne sais pas la formation, si vous voulez, mais c'est une juridiction qui aurait un principe d'oralité déjà, parce que la procédure administrative est une procédure écrite et qu'on ne juge pas des hommes et des femmes sur des papiers. Ça, c'est insoutenable pour le justiciable. Et je reprends ce que disait François Sureau hier, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le justiciable ne peut comprendre une décision qu'à partir du moment où il n'a pas un juge monolithique en face de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà cité une audience administrative, mais c'est... Alors déjà, même vous, en tant que sachant avocat... J'ai fait un recours au Conseil d'État où il y avait une audience. Attends, mais des fois, on n'y va pas. Mais d'ailleurs, les audiences, on y va de moins en moins. Mais quand vous écoutez les conclusions du rapporteur public, dans votre dossier, déjà,
vous arrivez à suivre, c'est votre procès, mais quand vous écoutez un peu les affaires des autres, il faut tendre l'oreille pour arriver à comprendre de quoi on parle. C'est extrêmement technique. Vous imaginez un fonctionnaire comme mesdames, vous arrivez en audience TA, vous écoutez votre vie et votre histoire racontée comme ça, mais c'est insupportable. C'est froid, c'est technique. Là, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Donc il faut une oralité dans ces débats. D'ailleurs, au moins, peut-être qu'ils accepteront un peu plus la communication des pièces dans ces dossiers, puisqu'on pourra parler un peu plus. On ne peut plus en verser au dossier, effectivement. Voilà. Et puis évidemment, une indépendance de cette juridiction. Parce que c'est pas, encore une fois, pour faire de la dénonciation absolue, mais il y a quand même un vice, un biais initial. Moi, ça m'est arrivé dans un dossier d'ailleurs où la présidente de juridiction était dans l'administration dans laquelle exerçait mon client au préalable. Et alors le rapporteur public de c'est pas déporté ? Pour regrettable que ce soit, là, c'est pas interdit par les textes, parce qu'il n'y avait pas de rapport hiérarchique entre eux, etc. Enfin, c'est complètement délirant. Alors, pour regrettable que ce soit, ça, c'est la formule magique. Aussi maladroit que cela a été, voilà, pour regrettable que ce soit. Ça, c'est les formules qu'on retrouve fréquemment. Je note pour regrettable que ce soit. Et donc, moi, je pense qu'il faut créer ce type de juridiction parce que ce sera conforme à ce qui se passe dans le monde réel. Et je parlais de cette culture juridictionnelle des tribunaux administratifs. Enfin, quand je dis tribunaux, c'est évidemment les cours et le Conseil d'État. On est sur le terrain du contrôle de la légalité. Voilà, c'est-à-dire typiquement le recours pour excès de pouvoir. Vous contestez une décision individuelle quand vous êtes fonctionnaire, par exemple une sanction disciplinaire, une évaluation dépréciée, etc. Le contrôle de la légalité obéit à un certain nombre de moyens que vous soulevez, de procédures et de fonds. Donc c'est censé être collé à la loi et censé donner suffisamment lutter contre l'arbitraire justement de l'appréciation subjective. Donc l'ADN du juge administratif, c'est de ne surtout pas se poser de questions psychologiques sur ce qui se passe dans un dossier. Quand vous êtes dans des situations de harcèlement moral, qu'on dit par nature être un contentieux subjectif, et je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que quand on connaît ce type de situation, on reconnaît tout de suite une vraie situation de harcèlement d'une autre. Ça nécessite des compétences pluridisciplinaires, de sociologie des cliniques des services, de psychologie, de rapports humains, etc. Quand vous arrivez dans une juridiction qui fait du contrôle de légalité et qui se refuse aussi à apprécier une situation qu'elle estime être subjective, on en arrive à des choses complètement disproportionnées et non adaptées au contentieux qu'on présente. Donc on se retourne vers le pénal qui, lui, a une tradition orale et c'est toute la force d'un procès pénal. Alors, je ne suis pas encore au pénal, mais je vais être dans cette démarche-là pour la contestation qu'on a fait de l'arrêté interdisant la distribution de nourriture aux personnes, aux migrants, aux exilés à Calais, puisqu'on est allé sur place, on s'est pris un PV, machin, mais il y a des recours au Conseil d'État. Et en droit, ils ont dit non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas disproportionné puisque c'est circonscrit dans l'espace. Enfin, c'est toujours les mêmes critères d'habitude. Mais sauf qu'ils ne sont pas à la place de la personne qui cherche à manger et qui fait que les 2 repas qui sont proposés par l'association, etc. Bon, donc du coup, on est censé, il y a eu un procès verbal, je suis censé recevoir une amende, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, mais bref. Et je désire la recevoir pour pouvoir faire des contestations du côté pénal, de ce qui ne fonctionne pas côté administratif, là où le juge administratif ne va pas creuser au-delà des moyens de droit, quoi. Ce qui est un problème parce qu'on ne peut pas apprécier objectivement ce qui se passe si on ne met pas dans le contexte et si on ne donne pas une valeur au contexte dans la démarche juridique. Quoi. Mais ça, c'est sûr. Il y a une distorsion entre cette appréciation froide et technique et ce qui se passe dans la vraie vie. C'est comme on a mis en place maintenant la médiation, par exemple, dans les hôpitaux. Mais la médiation, déjà, dans le harcèlement moral, c'est une ineptie absolue. Je veux dire, quand vous êtes victime d'une agression, c'est un rapport de domination, c'est pas un conflit. Vous n'avez pas du tout envie de vous asseoir autour d'une table, de faire un compromis. Donc, il y a des situations dans lesquelles ça peut se justifier, mais l'instrument de la médiation interne, et j'insiste encore une fois sur cette internalité, c'est un instrument de communication, si c'est même pas de propagande. Comme ça, vous allez devant le juge administratif, vous dites « Ah bah non, attendez, il y a eu un problème, j'ai reçu l'agent 3 fois, j'ai fait une petite enquête interne, qui n'est pas du tout contradictoire. Hein. D'ailleurs, les avocats sont rarement invités. En général, on vous dit « Non, non, c'est interne. » Et les textes ne le prévoient pas, ne prévoient pas une vraie structuration des enquêtes administratives. Donc voilà, tout ça, ça n'est plus possible. Voilà. Donc il faut des intervenants extérieurs qui sont un peu la police, j'allais dire, de ce qui se passe dans les administrations, parce qu'aujourd'hui, cette justice administrative est inadaptée par rapport à ce type de situation.
Voilà, donc c'est pas forcément intentionnel de leur part, c'est aussi une administration en souffrance, parce qu'aujourd'hui ce qui fait défaut c'est le temps. Aujourd'hui, le Conseil d'État donne des consignes en fait aux juridictions. Le principe du respect du délai raisonnable, c'est devenu la priorité. Donc moi j'ai l'impression de voir des Charlie Chaplin sur la chaîne de montage. On éjecte du dossier. Là, pendant post-Covid, on vous audience des dossiers dont l'instruction n'est pas encore tout à fait finalisée. Vous demandez des renvois, vous demandez les conclusions des rapporteurs publics en disant je ne peux pas trop venir à l'audience, question sanitaire, parce qu'on a des audiences dans toute la France. Il faut se battre pour avoir les conclusions du rapporteur public avant le délibéré, pour un minimum de contradictoire. Et ces fameuses jurisprudences CEDH, c'est encore inadmissible qu'aujourd'hui, nous n'ayons que le sens des conclusions la veille des audiences et qu'on n'ait pas un débat contradictoire, puisque la procédure est écrite, qu'on ait communication de ces écritures. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est pas pour faire la critique du système, parce que moi je ne fais vraiment que de la fonction publique. Mais sur ces dossiers-là, si on ne remet pas de l'humain dans la justice, où on a la compréhension in situ de ce qui est en train de se passer, on n'y arrivera pas. Et déjà aussi, dernier point, sur la réglementation droit de la santé au travail dans l'administration, il y a 3 jours encore, j'ai dit, même moi je suis en usure là, j'ai dit j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Quand le droit n'est pas respecté à ce point-là, vous n'avez plus de solution. C'était sur une situation de conflit de PUPH, donc professeur des universités, praticien hospitalier. J'ai soulevé le harcèlement moral, mais aussi le moyen de manquement à l'obligation de protection de la part de l'établissement public. Donc c'est tout le livre 4 du Code du travail qui sont applicables à la fonction publique, qui ne sont jamais appliqués. C'est-à-dire que dans l'administration aujourd'hui, une entreprise, elle fonctionne comme ça, mais elle ne tient même pas 3 semaines sur le marché. Là, ces textes-là, au début, il y a quelques années, j'ai des cours qui me disaient « Ah ben non, c'est pas applicable à la fonction publique ». Alors j'allais en appel très confiant en disant « Si, il y a un texte quand même qui dit que c'est applicable ». Rejet, j'ai dit non, là il y a un problème quand même. Et donc là, il y a 3 jours, c'était oui, alors le moyen du harcèlement et le moyen du manquement à l'obligation de protection, comme finalement c'est la même cause à l'origine, c'est qu'un seul moyen, donc on va l'éjecter. Et puis de toute façon, comme on considère qu'il n'y avait pas de harcèlement, je ne vois pas trop ce que l'administration aurait pu faire. Il n'y avait rien à faire puisqu'on estime qu'il n'y a pas de harcèlement. Vous n'avez pas compris la loi, là. C'est un mécanisme de prévention. C'est-à-dire qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait avant que le harcèlement ne survienne. Il y a des mécanismes managériaux à mettre en place. Voilà. Donc on en est là, en fait, en jurisprudence administrative. Donc, encore une fois, pour rejoindre ce que vous disiez, si déjà on appliquait les textes et qu'on mettait au sein des administrations une vraie réglementation de prévention des risques, mais la prise en... Elle existe. Moi, j'ai fait la liste, je l'ai envoyée aux 2 DRH du rectorat de Reims. Il y a 15 textes depuis 2000. Ah non, j'ai pas dit... non, mais la loi, elle existe. Oui. Elle n'est juste pas appliquée. Ah voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais, ils le savent. Ils connaissent les textes, mais simplement, ils décident de ne pas les appliquer. C'est pas du subjectif. Vous savez, vous regardez, est-ce que vous avez un document d'évaluation des risques? Il n'y en a pas. Voilà. Est-ce que vous avez mis en place le système? Là, moi, c'est mon plaisir particulier. Quand je fais un dossier de lanceur d'alerte, pourriez-vous me communiquer, conformément au décret machin, le mécanisme que vous avez mis en place, parce que j'ai des éléments à vous signaler? J'ai pas de réponse, parce que tout simplement rien n'est mis en place. Et je crois même qu'ils découvrent les textes. Ils sont pas au courant. Oui, ça revient à ce que disait mon collègue Olivier Marleix sur les collectivités territoriales, dont à peine 20% avaient mis en place la loi Sapin 2 pour avoir des référents, des machins, des trucs. Oui, donc si déjà on appliquait ça, ce serait bien, mais derrière, s'il n'y a pas de sanctions sur ces manquements, c'est ce qui est grave. Et puis, cette vision économique de la fonction publique, ça, on le voit à chaque fois qu'il y a un changement gouvernemental. On a le ministère de la fonction publique qui retourne dans le budget, qui retourne aux fonctions publiques. Dans l'opinion publique, et moi je plains vraiment les fonctionnaires en souffrance, qui sont tous mes clients. Un fonctionnaire, c'est quoi son problème? Il a la sécurité de l'emploi. Et vous vous dites, donc le travail, c'est un salaire à la fin du mois, et c'est que ça. Moi, je dis à ces personnes, allez passer une semaine dans un service public. Bon, heureusement, ils ne sont pas tous sinistrés, mais enfin, quand même, c'est très problématique en ce moment. Vous verrez que le salaire à la fin du mois, et encore, ça dépend certaines professions à qui ça ne suffit même plus, vous verrez qu'il n'y a pas que le salaire à la fin du mois qui compte. Il y a la santé mentale au travail. Et la santé mentale au travail, c'est un vrai sujet dans la fonction publique. Oui, c'est bon qu'on puisse dire. Moi, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'on a... Alors, pour répondre à votre dernière question, moi maintenant, depuis 4 ans, je crois à la médiatisation.
Ça m'a, dans un premier temps, ça m'a aidé. Parce que justement le rectorat a eu peur, entre guillemets, et puis dans un deuxième temps, ça m'a en apparence desservi, puisque c'est quand j'ai fait une vidéo sur YouTube que la rectrice a décidé de faire un conseil de discipline. Bon, mais j'y crois, personnellement j'y crois. Et je pense que d'une part, il faudrait une sorte de... Vous parliez de service rattaché auprès du défenseur des droits. Oui. Moi je vois plus une sorte de chaîne, ou d'entreprise, enfin je ne sais pas comment, mais plutôt une chaîne avec des vidéos, où des personnes qui ont déjà soit lancer des alertes en interne, soit lancer des alertes en externe, pourraient témoigner à visage découvert, si elles le souhaitent bien sûr. Et je parlais tout à l'heure avec Madame Nicolas d'un site internet qui avait été créé par une journaliste qui s'appelle Caroline Chaumet. Donc Maître Mazza a fait un entretien avec cette journaliste, et c'est là que j'ai découvert des dizaines et des dizaines de lanceurs et lanceuses d'alerte, mais il y avait personne de l'Éducation nationale. Mais ça m'a donné du courage. Et ces personnes-là, après, on peut les contacter. Et le fait de créer, si vous voulez, un collectif, même informel, au niveau horizontal, ça aide énormément. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Et la deuxième chose collective qui, je pense, pourrait aider beaucoup de personnes, c'est un réseau d'avocats et d'avocates spécialisés comme Maître Mazza dans vraiment la défense des fonctionnaires. Alors, Maître Mazza, vous avez un cabinet, d'accord, mais vous êtes à Paris. Moi, je pense que si, à partir du moment où des fonctionnaires commencent à être harcelés ou subir des pressions parce que justement, ils ont simplement voulu faire leur travail, si il et elle connaissaient un réseau dans toute la France d'avocats spécialisés, là, je pense que ça serait beaucoup plus facile d'aller demander de l'aide à un niveau assez avancé, si vous voulez, du combat. Voilà. L'idée qu'on avait dans cette inspection rattachée aux défenseurs des droits, c'est qu'il puisse effectivement y avoir des collèges par type d'alerte, en l'occurrence, pour le coup, un collège fonction publique, mais si par type d'alerte, parce qu'y compris dans le privé, c'est pas pareil quand on entre une alerte, même en tant que citoyen, parce qu'on peut être citoyen lanceur d'alerte sur, je sais pas moi, une entreprise qui vide ses saloperies dans le cours d'eau à côté. C'est encore une autre spécificité que dans le circuit financier et bancaire, c'est encore autre chose, etc. Et donc, c'est qu'effectivement, il y a un réseau. Alors, on pourrait imaginer que ce soit en partenariat avec le Conseil national des barreaux, effectivement, qui, partout en France, puisse avoir des avocats qui soient un peu référents sur différents domaines. On peut imaginer ça, mais du coup... Ça n'intéresse pas grand monde, cette matière, et je ne comprends pas pourquoi. Mais... Je pense que ça pourrait intéresser... Parce qu'elle n'est pas non plus très rémunératrice, je pense. Non, mais je pense que ça pourrait intéresser si on avait un jugement comme le jugement historique de France Télécom. Oui, si un jour on avait un jugement, mais vraiment historique, pour condamner une administration centrale, comme vous disiez, parce que il faut taper à la tête, une administration centrale, là je pense que... Vous ne pouvez pas poursuivre l'État au pénal. On ne peut même pas poursuivre une personne mais précise. Oui, mais pas l'État. Mais donc, sur la médiatisation, moi, pareil, sur que l'inspection, demain, puisse accompagner la personne qui souhaite s'adresser à des médias ou à des associations qui médiatisent, ou des sites internet, etc., je ne vois pas de difficulté à ça. Que ce soit l'inspection qui l'organise elle-même, là, ça me semblerait problématique en soi. Parce qu'elle se mettrait dans un rôle qui la sortirait de sa capacité à protéger tout le monde, quoi. Donc, mais c'est ça qui était un peu dans l'esprit de la proposition qu'on fait. En tout cas, c'est clair que c'est de l'aide concrète et immédiate. Alors après, j'ai bien noté une juridiction spécialisée pour les tribunaux de la fonction publique avec l'oralité qu'on pourrait décalquer sur celle des prud'hommes. C'est pas déconnant. Oui, ça existe pour les fonctionnaires. Ouais, non, c'est pas déconnant. Sur les questions d'entraide, on pourrait imaginer que et je crois qu'on l'avait mis, en tout cas on avait laissé la porte ouverte à ça, que cette inspection, en tout cas ce service auprès du défenseur des droits, on pourrait imaginer qu'il y ait un collège ou une réunion, une sorte de conseil d'administration, je ne sais pas forcément les bons mots, mais qui regroupe une assemblée générale annuelle qui regroupe tous ceux qui ont pu bénéficier de l'aide et qui ont été reconnus lanceurs d'alerte, y compris en justice, ou qui se sont déclarés lanceurs d'alerte et qui... Il y a le mécanisme de la protection fonctionnelle déjà qui existe. Normalement, ça c'est plutôt bien parce qu'il y a de l'administration aussi à prendre en charge plutôt que le collectif. Oui, mais là c'est pareil. Mais comme vous disiez, c'est refusé. Des gens qui les accompagnent, qui sont spécialisés de ça auprès du défenseur des droits et qui savent accompagner la personne pour comment mobiliser la protection fonctionnelle et dire à l'administration, écoutez là en fait, ce que vous faites ça ne va pas et on va dire à la personne de vous poursuivre et vous allez perdre parce qu'on a l'expérience, la jurisprudence, etc. On a accumulé du savoir. Ça me semble être c'est comme ça que j'imaginerais un bon fonctionnement d'une institution qui vient accompagner les personnes, quoi.
Après, le droit, c'est le droit, le juge, c'est le juge. C'est à lui de décider, de trancher si le litige il va jusqu'au pénal ou à l'administratif. Mais en tout cas, c'est l'esprit que je me fais de tout ça. Et puis parce que dans bien des cas, y compris le fait d'avoir un accompagnement psychologique ou psychiatrique, quand on parle accompagnement, je parle aussi prise en charge concrète, c'est-à-dire financière, puisque dans bien des cas, c'est un surcoût parce que tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, etc. Enfin, c'est tout un tas de petites galères qui viennent s'accumuler, qui font qu'à la fin, ça devient aussi une souffrance économique pour la personne lanceur d'alerte. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu des différents témoignages qu'on a pu percevoir. Donc c'est comment on fait pour, par la loi, créer une entité qui puisse résoudre des problèmes concrets de la vie d'un lanceur d'alerte. Pas juste des problèmes théoriques, mais vraiment des problèmes concrets. Après, la seule problématique que je vois sur le défenseur des droits, c'est les délais aussi. Oui. Et les moyens qui vont avec. Voilà. Mais ça revient sur ce même débat, parce qu'il y a le droit et l'effectivité du droit. On va retomber sur les mêmes sujets, hein, mais... et je comprends que vous ayez un différent avec Jacques Toubon et j'ai bien compris pourquoi. Très spécifique. Mais il a dénoncé à de multiples reprises, notamment parce que je me suis intéressé particulièrement sur la question des violences policières, le fait que quand on lui a donné cette mission dans la loi, dans le projet de loi de finances qui est avec, on lui a donné 2 ETPT en plus. C'est quoi ? 2 équivalents temps plein, 2 personnes... alors que c'est le boulot, et aujourd'hui chez le défenseur des droits, ce service-là, c'est au moins 8 ou 10 personnes, quoi. Sauf que dans son budget, il n'en a que 2. Donc concrètement, il en a pris 8 autres sur les autres compétences, les autres missions qu'il a au global chez le défenseur des droits. Voilà, donc, et on est très fort effectivement dans ce pays pour faire de la communication politique et dire on a créé telle institution qui est là pour aider telle personne, tel machin. Et on crée le parquet national financier, par exemple, sujet que je connais plutôt bien. Dans l'étude d'impact, on dit un magistrat doit avoir 8 dossiers. Parce que ce sont des dossiers complexes. Aujourd'hui, il y a 18 magistrats, 590 dossiers. On est très loin du 1 pour 8. Très très loin. Et on le sait. On a fait une étude d'impact pour ça. Alors en plus, je pense que l'étude d'impact n'est pas bonne à l'initiale. Donc le ratio est même déjà trop élevé, mais peu importe. Et donc on se retrouve à pouvoir, en termes de communication politique, dire mais si, regardez, il y a un parquet spécialisé, il sort des affaires, d'ailleurs, il y a de l'argent qui rentre. Quel est le problème ? Nous, le problème, le problème, c'est que 590 dossiers pour 18 magistrats. Certes, ils ont sorti des dossiers au moment où ils se sont créés en 2014. Maintenant, on est en 2020. Et du coup, les dossiers qui viennent d'arriver cette année, l'année dernière, ou il y a 2 ans, sortiront sans doute dans 5 ans, 6 ans, comme c'était le cas avant l'instruction. Alors que c'était censé être ça le problème. On dit on fait un parquet particulier parce que pour que ça aille plus vite, enfin que ça aille plus vite, que c'est des délais normaux en fait, ni plus ni moins. Et on retombe dans la même chose. Sauf qu'entre deux, on se prévaut de ces situations, de ces organismes qu'on a créés pour dire maintenant, il n'y a pas de problème. Vous créez un médiateur, il n'y a plus de problème, vu qu'il y a un médiateur. C'est exactement toujours cette logique-là, et personne ne vient questionner l'effectivité de tout ça. Si, le défenseur des droits l'a fait sur des enquêtes globales, justement, sur la protection sociale, il y a un rapport qui a été rendu sur l'effectivité de la mise en œuvre de la protection sociale de l'enfance. Et il n'a pas lui-même parlé de violence institutionnelle sur les départements qui ne mettaient pas les moyens sur ces sujets-là. Ah là, ça c'est encore un bon sujet de lanceur d'alerte. Hein. Oui, non, mais il y en a dans tous les domaines. J'ai bien conscience que le sujet est vaste, quoi. Mais donc, en tout cas, merci pour vos témoignages à toutes les 3 et l'apport que vous avez pu faire dans la discussion pour faire avancer ce sujet, en espérant que la transcription de la directive soit faite dans des délais, elle aussi, raisonnables, et que ce ne soit pas une transcription à minima.